Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. 2,21 gigawatts. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu préfères, le Jedi ou l'Empire contre-attaque? L'Empire. Blasphème. Le monde se divise en deux catégories. Bah c'est quoi un gigawatt? Cinéma! Cinéma! Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Les géants américains de l'internet ont beau nier à l'unisson, le scandale prend de l'ampleur. Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dés, donc maintenant tu peux jeter ton dé. Allons-y, finissons-en. Ouais, mais alors moi, il faut que je sois au lit à 9h30. Toi, tu creuses. Bonjour à tous, je suis Damien, on est en direct du Bruxelles Game Festival, en direct du BGF. Vous écoutez L'œil carnivore, vous êtes peut-être sur Radio Panique ou peut-être en direct sur Twitch où vous pouvez réagir, nous interpeller et surtout poser des questions pendant toute l'émission à des créateurs de jeux de société. Ça c'est génial, c'est pas souvent que vous pouvez leur poser directement des questions, donc profitez-en. En tout cas, j'ai autour de la table Julien. Salut Julien. Et bonjour. Bonjour, Julien qui gère aujourd'hui la partie vidéo du stream. On va voir ce que ça donne et surtout des messages. Donc c'est lui qui va transmettre les messages que vous recevez. Exactement. Envoyez-moi vos petits mots doux pour Damien et son tailleur. À côté, on a DJ Angela qui est au son. Bonjour, bizarrement au son. Bizarrement, voilà, je sais pas, c'est bizarre. Moi, ça me plaît, il n'y a pas de problème. Voilà. On salue Baud qui n'a pas pu venir avec nous là aujourd'hui. Jambe de plâtre. Jambe de plâtre, exactement, voilà. On ira faire un direct depuis sa chambre. Exactement. Je crois que son salon est un peu plus grand quand même. Ah ben, et autour des micros, là, maintenant, on a quand même Nico. Oui, bonjour. Nico de l'organisation, bonjour Nico, de l'organisation du Bruxelles Game Festival. Tu es le responsable, on va dire, média, c'est ça Comme, ouais, plus largement, et alors aussi des prototypes, la protozone, quoi. Donc, D'accord, de la protozone, ouais. etc. Et tu as vu le salon de Baud, puisqu'il t'a interviewé. Tout à fait, oui. Donc vous pouvez retrouver cette interview sur Saturday Night Panic. Voilà, donc c'est bien, on fait des crossovers et tout. La totale. Donc Nico, comment se passe cette édition 2025 du Bruxelles Game Festival? C'est incroyable. On est déjà quasiment au même niveau que l'année passée en fin de festival, de niveau de fréquentation. Donc ouais, c'est encore une fois un succès. Ça fait plaisir de voir une année de travail accomplie comme ça. Les gens sont contents, tout le monde joue. Il y a du partage, il y a de l'échange, donc c'est nickel, quoi. Super. Donc déjà, c'est une réussite du point de vue de l'organisation, du nombre de personnes qui viennent, etc. Mais un festival, c'est pas seulement le nombre de visiteurs, c'est aussi, par exemple, comme tu es responsable de la protozone, c'est le nombre de jeux qui sont proposés et d'éditeurs qui viennent. Il y a effectivement une protozone, ce qui est super chouette. Ça vous permet de jouer et de découvrir des jeux en phase de création. Voilà, tout à fait, ouais. C'est pas encore des jeux édités, c'est des jeux qui seront peut-être édités un jour. Donc c'est à venir tester parce que c'est peut-être la seule fois où on les verra aussi. Ça, c'est possible. Bah, tout à fait. Et d'ailleurs, on recevra normalement au moins une personne de la protozone, je crois. Oui, c'est ça, Karl, qui viendra nous présenter un jeu qui s'appelle Control Z. Oui. Donc on va voir ça. Ça va être chouette. Il y a combien de jeux en prototype cette année? Alors cette année pour la compétition, parce qu'en fait en journée c'est une compétition, il y a 20 prototypes qui ont été sélectionnés sur 51 candidats. Donc il y a eu une présélection qui a dû être faite, il y a eu un jury de 12 spécialistes de jeux de société, que ce soit des influenceurs, des auteurs ou parfois même des gens liés au monde de l'édition, qui ont fait la présélection. Et maintenant ici les 20 prototypes concourent pour deux catégories, soit le Meeple Piece d'or du public, soit le Meeple Piece d'or du jury, parce qu'ici on a de nouveau réuni un deuxième jury de 6 professionnels qui eux aussi sont des auteurs ou des professionnels liés aux jeux de société, quoi. D'accord, chouette. Et c'est vrai que c'est important pour des gens qui font ces prototypes de pouvoir, alors les exposer, les montrer au public, etc. Et puis pouvoir les faire tester. Parce qu'un jeu, tu me dis si je me trompe, mais c'est vraiment des heures et des heures de test en fait. Oui, c'est ça, c'est des mois de travail. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas, je vais pas dire qu'il n'y a pas mieux qu'une protozone, mais c'est un endroit beaucoup plus pertinent. Parce que quand on fait un jeu et qu'on le fait tester par sa famille, il y a toujours ce filtre familial qui dira ton jeu est génial même s'il est nul. Tandis qu'ici, les gens, ils n'ont pas trop de filtres. La personne, ils la connaissent pas, donc ils vont être cash, ils vont dire ouais ça va pas, ça m'a plu, mais ça par contre c'était génial. Donc du coup ça leur fait des retours et c'est super important pour eux, quoi. Ils sont demandeurs, quoi, en plus. Ah ben, chouette. Alors, il y a la protozone. Il y a aussi des jeux qui sont
à la limite entre, on va dire, des éditeurs professionnels qui tournent Asmodée, Hachette et autres joyeusetés. Hein. Il y a leur stand un peu partout. Oui. Et je pense que c'est utile d'ailleurs pour c'est indispensable. Un game festival comme vous d'être épaulé par ces grands éditeurs. Oui, c'est indispensable. Ce sont des moteurs. Il n'y a rien à faire. C'est la vitrine du monde du jeu de société. Les petits éditeurs, les éditeurs indépendants, plus artisanaux, sont hyper importants aussi parce qu'eux, ils apportent une nouveauté, quelque chose de plus frais. Quelque chose de moins convenu que les gros éditeurs, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est un milieu avec du marketing comme tous les milieux. Il faut des locomotives. Quoi. Pour faire vivre les autres, ça, c'est indispensable. Quoi. Tout à fait. Et donc là, derrière nous, vous pouvez le voir en fond de caméra, effectivement, il y a toute une série, on va dire, d'acteurs intermédiaires, petits et intermédiaires, avec des fois, c'est leur premier jeu. On va d'ailleurs tout à l'heure rencontrer... alors que je me gourre pas, c'était Boctor. Oui. voilà. Par exemple, de Foxtroll, qui est un jeu qui est en crowdfunding et on va pouvoir en discuter avec un des créateurs. Il y a aussi, on va rencontrer aussi cette année Personne ne meurt aussi, qui va être assez chouette, quoi, à mon avis. Là, il m'a tapé dans l'œil celui-là, je pense qu'il va être chouette. Il a l'air sympa, il a l'air très sympa. Il a l'air très sympa. Voilà, on va découvrir des choses. Il y a aussi... évidemment, je n'ai pas noté le nom de la boîte, mais c'est pas grave. Qui va venir? Noah de tout à l'heure qui va venir nous parler de ces différents jeux. Bon, voilà. Et ici, alors ceux-là, quand ils viennent, il y a beaucoup de monde qui essaye de venir au festival, ou alors il faut aller les chercher. Comment ça se passe? On a nos habituels. Les Bruxellois, ça, ils viennent d'office. Ça, c'est un immanquable pour eux. Il y a un démarchage à faire quand même aussi. Les distributeurs, ça c'est garanti. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, beaucoup d'éditeurs en fait dépendent des gros distributeurs. Ils ne se déplacent plus tous parce que ça a un budget aussi qui coûte et il y a beaucoup de maisons d'édition, donc ils font appel aux distributeurs. Donc on n'a pas une grande variété on a une plus petite variété dans les stands, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choix quand même. C'est ça qui est rassemblé. Quoi. Alors qu'on comprenne bien, pour les gens qui ne sont pas forcément du métier, on a les auteurs qui ont fait le jeu, il y a l'éditeur qui dit « Ok, ton jeu il me plaît bien, je vais le commercialiser ». Tout à fait. Ça, hein, voilà. Et derrière, il y a le distributeur qui va lui mettre le merchandising, le marketing, etc. En place pour faire en sorte que le jeu soit distribué dans le plus de pays possible. Voilà, et après il y a les boutiques en ligne ou pas qui font le relais. C'est à peu près ça normalement. Oui, c'est totalement ça. D'ailleurs, il y a des boutiques ici. Oui, on en a mis 3 parce que ce qu'il y a, c'est que comme le festival n'a pas une superficie immense, on a voulu quand même protéger le marché entre guillemets, comme ça il ne se marche pas dessus, vu qu'ils vendent à peu près la même chose. Quoi. Donc c'est ce qu'on a voulu. Quoi. Et est-ce que tu sais combien de jeux par an sortent On est toujours dans une moyenne de 2000 à 2500 titres. C'est monstrueux en fait. Oui, c'est un marché qui est aussi chargé que le marché de la bande dessinée ou du manga. Parfois on se demande si c'est pas un peu trop. Oui, parce qu'il faut réussir à apparaître au milieu du lot. Quoi. Sortir du lot. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a un peu, cette année, fait involontairement un baromètre avec, comme c'est la 10e édition du festival, qui a vu le jour en 2013, on a fait une zone spéciale avec les jeux de 2013 qui existent encore aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. On a 5 ou 6 tables de jeux différents, alors qu'en 2013, il y avait déjà quand même bien 1000 titres qui sortaient. Quoi. Donc, d'accord. Non, pas survécu à 13 années de... Et il y a quoi comme jeu de 2013 que tu citerais comme ça de tête Bruxelles 1897, justement, de Geek Attitude Game, qui était sorti justement à ce moment-là. Oui, Geek Attitude Game, on a fait plusieurs interviews d'eux, soit au Bruxelles Game Festival ou même avant, donc on les salue. Salut à vous. Très chouette et qui continue effectivement à vivre, parce que c'est pas simple pour une petite maison d'édition. Non, c'est ça fait partie des éditeurs intermédiaires, comme tu disais, et ils sont indispensables aussi. Quoi. Parce que c'est aussi des titres qui sont plus niches, mais qui valent la peine quand même d'être joués. Quoi. C'est ça aussi qui est important. D'accord. Et je sais pas, d'ailleurs, c'est moi qui pose la question parce que effectivement, on avait rencontré, alors ce sera une question aussi qu'on va poser évidemment aux gens qui éditent, à ces éditeurs qui sont en mais on n'imagine pas entre un jeu qui coûte 20, 30, 40 euros la boîte, l'investissement que ça représente entre les premiers protos justement et la publication.
On avait reçu avec Damien, je crois, au studio l'année dernière, une équipe qui sortait un jeu de plateau. En plus, on était sur du format long, donc c'est pas le truc tout à fait familial, quoi. Je crois qu'une partie c'était 2-3 heures. J'ai oublié le titre, Damien, le titre du jeu qu'on a testé au studio l'année dernière. Seven Mers, Les 7 mers. les Sept Mers, ouais, les Sept Mers, ouais. Et donc là, on était sur... Enfin, j'imagine la charge financière du prototypage de ça, parce qu'on on avait... c'est quoi, il y a 40 jetons différents, il y a 3 piles de cartes d'accessoires, il y a le plateau de jeu, il y a les pions, les trucs comme ça. C'est une passion qui coûte cher, très cher, très très cher. Et il y a beaucoup de gens, tu disais qu'il y avait 51 personnes qui avaient proposé un prototype. Oui. Et je pense qu'il y en a plein comme ça qui essayent d'inventer des jeux. Le jeu de société s'est beaucoup démocratisé. Oui, ça... Quel type de population maintenant vous voyez dans le festival? Parce que si ça fait 10 ans, tu as quand même une certaine expérience de l'évolution du public. Ah mais non, c'est vraiment tout le monde. C'est vraiment familial, il y a vraiment les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, tous les genres. C'est vraiment un média qui parle à tout le monde, qui appelle tout le monde. En fait, personne ne peut dire « je n'aime pas jouer ». Quelle que soit la manière, tout le monde joue en fait. Donc ça, c'est ça qui est bien. Et donc voilà, ici on a vraiment un public très varié. Oui, ça se voit dans les rangées. Moi j'ai une question justement, comme tu dis que c'est un public très varié, est-ce qu'il n'y a pas eu un espèce de switch comme ça entre les jeux vidéo qui est plutôt individuel, même si c'est entre amis, pas en famille mais entre amis, et là les jeux de société qui rassemblent un peu les familles autour des tables pour jouer en fait? Oui, il y a un switch, mais ce qu'il y a c'est que souvent les joueurs de jeux de société sont des joueurs de jeux vidéo aussi. En fait, pour moi, ce qui a changé, c'est que c'est sorti de la niche geek en fait. On n'a plus... ça se voit surtout avec les jeux de cartes à collectionner. Avant, quand moi j'étais petit, Pokémon commençait, tout le monde ne s'affichait pas en disant ouais je collectionne des cartes Pokémon, parce que sinon on se moquait un peu de toi, on était typé quoi. Aujourd'hui, il y a aussi un gros business à côté qui fait que ça s'est devenu un peu plus populaire, mais voilà, il y a eu un switch qui s'est fait et c'est positif. C'est ça qui est bien quoi. C'est une ouverture en fait. Une ouverture au monde, c'est ça, ouais. Voilà, pendant que notre prochain invité s'installe autour des micros, tranquillou. Bonjour tout le monde. Bonjour, alors. bienvenue. Bonjour Jason. C'est l'évolution. Bonjour. Bonjour. Voilà. Enchanté. Donc, super édition, super 10e édition du Bruxelles Game Festival. Je suppose que ça remplit a priori pour la prochaine année. Je pense, ouais, on peut pas s'arrêter en chemin. En tout cas, moi je veux au moins faire 20 éditions, donc il y a encore autant. Quoi. Non, c'est vrai qu'on a un projet comme ça, c'est bien de se fixer un certain nombre de dates, de choses à faire. Et puis voilà, quand on l'a, une fois, normalement, on a attrapé le rythme pour continuer et faire la suite. Quoi. Ouais. Chouette. Et en tout cas, un grand merci à toute l'équipe du BGF de nous accueillir ici. Vraiment. Merci d'avoir reçu. Ça fait plaisir, c'est la 3e année qu'on est là. Ouais. On a été très bien accueillis, c'est super. Et puis longue vie au BGF, merci pour tout ce que vous faites, et puis pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, ça tourne encore cette nuit, c'est ça? Oui, et demain. Il y a la nocturne, et demain, donc venez, l'entrée est payante, mais franchement... C'est 7 € sur place, et si vous prenez... Non, c'est 7 € maintenant, le early bird est fini. Ouais. Voilà. Et donc, la nocturne, c'est jusqu'à quelle heure, pardon? 3 h du matin. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est une vraie nocturne. Ouais, ça, tu peux faire du JDR et tout. Oui. Et oui, il y a des tables de JDR. D'ailleurs, alors, chose qui m'a étonné, et après on va passer à notre prochain invité, chose qui m'a étonné, il n'y a pas de prototype jeu de rôle. Alors c'est compliqué à faire tester, on est d'accord, mais il y a quand même du prototypage de jeu de rôle. En fait, il y a des jeux qui s'en rapprochent, mais vraiment typiquement jeu de rôle, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais il y a plus ou moins un jeu de rôle qui est présent justement à la Protozone en ce moment. Si jamais vous passez, c'est le jeu Manoir. Le jeu Manoir, oui, je l'ai vu, oui, qui a l'air, qui a un espèce de jeu de rôle, on va dire, mais où c'est super scénarisé et il y a beaucoup d'accessoires, on va dire ça comme ça. C'est vrai, oui, c'est vrai. Voilà. Mais oui, c'est assez proche. Ok, merci beaucoup Nico. Voilà. Et puis à bientôt. À l'année prochaine. À l'année prochaine, voilà, exactement. Ciao. Et donc, on reçoit autour de la table, hop, je prends mes petites notes. Jason, vas-y, pose tout ça. Jason Saint-Just. Hop. Voilà.
Non, j'ai dit les jeux sur la table, pas les casse par terre. Non. Désolé. Alors donc Jason Saint-Just, tu es game designer, tu es éditeur chez Chronos. Ouais. Tu as déjà fait plein de jeux, là on voit tu arrives avec Celui-là, plein moi, de choses. Je veux le goal. Alors là, et n'hésite pas à parler dans le micro quand même parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous et donc voilà. Bonjour. Bonjour. Et tu arrives pour nous parler alors spécifiquement de 1793 ou 93, ça dépend où on se trouve. Ouais. Mais bon, on va dire que c'est la Révolution française, alors on va dire 93. Hein, voilà. Ouais. Qui s'appelle Patriot and Traitors. Oui, c'est aussi en français. Depuis cette semaine, en fait. Ah, d'accord. Là, c'est la version quoi? C'est la version anglaise? Ça, c'est anglais. Ouais, anglais, c'est bon. d'accord. Voilà. D'ailleurs, on sent un petit accent dans ta voix. Oui, je suis de Flandre, en fait. Alors, mon français est OK, je pense. N'hésite pas à parler bien dans le micro, comme ça aide. Mais j'ai vécu à Paris pour 3 années. Et aussi au Canada. Alors j'ai aussi un peu... Mon français est bon, mais c'est pas superbe. Oh, moi, je parle pas du tout néerlandais, donc voilà, là, pour moi, c'est c'est super. Et donc, qu'est-ce que c'est comme jeu 1793? Alors, c'est un jeu asymétrique. Et on est un des 5 partis politiques pendant la Révolution française. Alors, on a les feuillants, qui sont jaunes. On a les bleus, que ce sont des jacobins, et on a aussi les cordeliers, et ils ont tous leurs objectifs. Tout le monde a une idée pour une plus beau société de la République, et on doit travailler ensemble parce qu'on a sur les frontières, on a aussi les Autrichiens et les Prussiens qui vont arriver. Alors on doit travailler ensemble pour sauver la Révolution. Mais à l'autre coup, on doit aussi poignarder les uns et les autres ou les mettre dans la guillotine pour gagner à la fin du jeu. D'accord. Celui qui a plus de pouvoir militaire et politique et en France, dans les provinces, ils vont gagner le jeu. D'accord, ok. Donc c'est une revisite, parce qu'évidemment, l'historicité s'arrête à un moment au gameplay, on va dire. Ouais. Mais c'est une revisite de la Révolution avec quand même, parce que je voyais que tu avais un livre. Ouais, j'ai écrit un livre aussi pour les personnes qui veulent aussi savoir plus de la Révolution et pourquoi j'ai créé ce jeu. Alors, et aussi une extension. Et une extension. Les Thermidoriens. Les Thermidoriens. C'est après Robespierre. Et alors pourquoi toi, Flamand, tu voulais faire un jeu sur la Révolution française? Quand j'ai vécu à Paris, j'avais 10, 11, 12 ans. J'étais complètement, comment on dit ça? I was completely awestruck par tous les monuments et l'histoire et tout ça. Et depuis ce temps, l'histoire, c'est ma passion. Et avec le jeu Patriot and Traitors et aussi avec Stratego Waterloo que j'ai fait en 2015, c'était pour être dans l'histoire. D'accord. C'est pas seulement un jeu qu'on met là-dessus un titre, non, il faut avoir l'impression qu'on est en train de revivre ce moment. D'accord. Et donc pour toi, c'était important quand même d'être assez proche du côté historique. Oui, et ça c'est quelque chose de très difficile parce que quand c'est trop et quand c'est pas trop. Alors c'est trouver la balance entre l'histoire et le jeu, le gameplay. Surtout que l'histoire de la Révolution, elle est revendiquée par plusieurs groupes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a l'histoire, on va dire, du gouvernement français, mais il y a aussi l'histoire, on va dire, révolutionnaire marxiste, il y a l'histoire des mouvements de gauche, il y a l'histoire... il y a plusieurs personnes relisent l'histoire de la manière que ça les... ça leur permet de... personnelle. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est difficile. Toi, tu as essayé de choisir quoi? Parce que... Par définition... Par définition, si tu lis mon livre, à la fin, il y a un chapter sur Robespierre, que je suis un peu un robespierriste, en fait. D'accord, parce qu'il fait... Parce qu'ils vont me... Oh, c'est un robespierriste. Non. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Non, alors, à ce propos, il y a Pacôme Tilman, je ne sais pas si tu connais. Qui? Pacôme Tilman. Tielman, je ne sais pas comment on dit, mais Pacôme Tilman. Ouais. C'est un intellectuel qui réfléchit sur la pop culture, etc. Et il fait une série, en fait, sur Blast, le média Blast, et sur lequel
En fait, il fait l'Empire ne finira jamais. Ouais. Et il vient de faire deux vidéos sur la Révolution, notamment sur Robespierre, où effectivement on comprend que Robespierre, il a été vu comme un espèce de monstre ou quoi que ce soit, il a été caricaturisé. Ouais. Oui, Par c'est les ça. Caricaturé, je crois. Par les thermidoriens. Oui, Après. tout à fait. Mais quelque part, l'espèce d'idéal de révolutionnaire et d'égalité des peuples, etc., c'était vraiment Robespierre qui l'incarnait. Il y avait vraiment derrière, lui-même a fait beaucoup de discours là-dessus, que ce soit sur l'abolition de l'esclavage ou le fait qu'il ne fallait pas d'appropriation des bourgeois, etc., etc. Donc c'est un personnage super intéressant, mais effectivement, il faut relire l'histoire de la Révolution française. Bah, en fait, pour jouer 1793, c'est pas important si tu es Robespierre périste ou si tu es un dantoniste ou quelque chose comme ça, ou Lafayette ou même Louis XVI. Je laisse les personnes choisir tout le temps. Alors tu peux jouer le royaliste si tu veux, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tu peux choisir. Et dans le jeu, je n'ai pas pris une position. Parti. Oui. Bah Si oui, tu parce lis que sinon ça ne marche pas. Il faut quand même si c'est asymétrique, il faut quand même qu'il y ait une égalité de chance, etc. Donc tu peux pas respecter l'histoire en tant que telle. Ouais, j'ai essayé de mettre. Non, j'ai essayé de faire signe. Viens. J'ai essayé de mettre beaucoup d'éléments de tous là-dedans. Alors. Voilà. Ouais. Notre prochain invité arrive, c'est pour ça. Ouais. Ok, ben c'est super. Et donc, on peut tester ça où ? Chez moi, ici, derrière moi, tu peux le Ah oui, on voit tester, la bannière alors. dans... Ouais. Alors derrière, effectivement, c'est là-bas. Mais si les gens regardent ça en catch-up, ils sont sur YouTube et autres, où est-ce qu'ils peuvent se procurer le jeu ? Maintenant, en français, c'est à Philibert, tu peux le trouver. D'accord. Et en Belgique, je ne sais pas combien de magasins déjà ont le jeu, je ne sais pas, parce que c'est encore fraîche. Tu peux toujours m'envoyer un mail, saintjuste74@gmail.com et tu pourrais me faire un mail. J'ai encore une micro-question. Un micro. Alors, un micro. Mais on a un petit peu de temps encore. Tu as un livre et une extension. Est-ce qu'il y a d'autres extensions à venir encore ? Il y a des personnes qui... j'étais en train de déjà travailler en 1791. Alors ça, c'est un prequel en fait. Et il y a des personnes qui demandent ça déjà. Alors, ça dépend de 1793 et 1795, comment ça va aller. Et puis, j'espère que... Paris. Il faut faire la commune de Paris aussi. Ou la révolution à Haïti aussi, je voudrais faire. La crise de la Bastille. Saint-Domingue. La crise de la Bastille. On sera ravis d'en parler. Demande à mon éditeur. Mais je voudrais bien faire ça. La commune de Paris aussi, c'est aussi un sujet qui n'est pas très... Connu, oui. Alors, après, les pétroleuses et tout ça, ça devrait être super. Ouais. Mais c'est quand même paradoxal parce que tu viens avec un jeu de historique, patriote, et à côté de ça, tu viens avec un jeu de foot. Ouais. Parle-nous de Gaulle. Parce que tout le monde... ils ont commencé au jeu de paume, hein, donc en même temps, il y a une certaine logique, tu vois, il y a une continuité dans l'histoire. Hein. Ouais, j'ai pensé à ça, moi. non, mais c'est vrai, parce que toutes les personnes, ils me demandent, Jason Saint-Just, il est connu pour ses jeux historiques. Et maintenant, j'ai dit, je vais faire un jeu de foot, parce que c'est un jeu de 2010, en fait. J'ai joué ça avec mes enfants. Ils étaient fous de foot. Et puis j'ai dit, je vais faire un jeu. Et en fait, maintenant, c'est un jeu vraiment. Alors, c'était pour faire un entertainment pour mes enfants de 10 ans à ce moment. Alors, et c'est très vite. Ça dure 8 minutes. Et c'est 2 moitiés de 4 minutes. Alors. En plus, c'est court, quoi, 8 minutes. Ouais, c'est très court. Ouais. Mais un jeu de sport doit être comme ça, je trouve. Elle doit être intense. Court et intense, oui. Parce qu'il y a aussi il y a un timer, c'est real time en fait, et il faut you have to score si vite que possible. Alors. Et toujours de la technique, de la stratégie quand même derrière. C'est pour apprendre aux enfants à courir avec le t-shirt sur la tête. Non, mais il y a quand même le côté stratégie quand même toujours quelque part. Tu dois un petit peu, oui. Mais c'est pas quelque chose. Parce que le problème toujours avec ce que je vois avec les jeux, parfois beaucoup avec les jeux de sport, on va aller trop en détail et puis le jeu elle devient très long, 2 heures, quelque chose comme ça. Et moi je trouve
qu'un jeu de sport doit aller vite et intense. Alors, justement, en parlant de vite et intense, vous avez tous le bonjour de Baude. À force de vivre vite et intensément, a le pied dans le plâtre. Alors, ok. Voilà. Et ça sera sur GameFound dans un mois ou so, un mois ou deux. Alors. D'accord. Voilà. On l'a bien vu. Ah oui, c'est de 2 à 12 joueurs, donc ça va là. Oui, parce que le jeu, ça va si vite que si on joue ensemble, si on gagne... On fait un tournoi. Oui, on fait un tournoi. D'accord, ok. Ok, cool. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour l'invite. Alors, Je t'avoue que je serais quand même intéressé de lire ton livre. Quand même. Non, mais c'est chouette. Il y a la partie historique qui est fournie avec. Donc ça, c'est vraiment super. Moi, je serais ravi de pouvoir l'essayer en pédagogie avec les jeunes. Oui, ça doit être intéressant, oui. Bah, ça, c'est le joli au jeu. Et ça, c'est mon dernière chose que je vais dire. Que tu peux aussi apprendre quelque chose. Tu ne dois pas apprendre, mais on peut jouer et apprendre. Jouer et apprendre en même temps. Alors. Joindre l'utile à l'agréable. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc c'était Jason Saint-Just qui est venu nous parler de 1793 Patriots and Traitors et de Gaulle. Voilà, à trouver dans toutes les bonnes crèmeries. Alors ça sort bientôt. Et l'autre, c'est maintenant. Allez-y. Voilà. Merci beaucoup c'est tout le monde. Combien 79, 69. 69, ok. 79, 79, ouais, il y a du matos dedans. Ouais. ok. Merci. Super. Merci. Merci à toi. Et on va enchaîner avec Noah. Bonjour à tous. Bonjour, de Arcada ou Arcada Studio Arcada Studio. Arcada Studio, c'est ça. J'avais oublié de noter le nom, j'avais pas à m'en souvenir, c'est l'horreur. C'est écrit là. Et oui, je suis bête. Ah là 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 là. Toi, ils sont corporate chez Arcada. Noah, il y a toutes les infos, c'est bon. Mais on voit, et justement... On voit pas bien parce que... Attends, il y a le... Pourquoi on voit bien? Parce que tu es responsable com et marketing de Arcada Studio. Exactement. Arcada Studio, c'est pas la première fois qu'on les reçoit, puisque l'année dernière, on vous avait reçu pour Sifflard. Tout à fait. Il y avait Ted Etienne, donc l'auteur de Sifflard, qui était venu sur le plateau avec Louis, game designer. Et ils avaient présenté du coup Sifflard, qu'on présentait en avant-première ici au Bruxelles Game Festival. Donc c'était très sympa. Et là, du coup, un an plus tard, on est trop content de revenir ici avec le jeu final. Du coup, on a les premiers exemplaires de la production. Chouette. Donc, on est très très contents. Et ça va, le lancement se passe bien. Direct, il a dit oui, c'est eux qui ont fait Sifflard l'année dernière. Donc ça a marqué les esprits. Oui, quand même. Tout à fait. Et complètement. Il y avait beaucoup de monde l'année dernière qui est passé nous découvrir. C'était la première fois qu'on venait à Bruxelles aussi. Donc première fois qu'on présentait nos jeux, qu'on présentait le studio. Donc c'est vrai qu'on s'est un peu fait remarquer avec un jeu de saucisson. Tout à fait. C'était l'apéro, quoi. C'est ça. Non, il est chouette et c'est vrai que c'est un concept de jeu qui était bien. Donc longue vie à Sifflard, j'espère que ça va fonctionner. Merci beaucoup. Mais ça sera livré très bientôt. Du coup, là on est encore en phase de dernière ultime précommande sur GameFound. D'accord. Et puis il sera livré d'ici un mois et demi chez les backers. Et donc disponible en boutique. Les backers ceux qui ont soutenu la campagne. Pardon. Merci. Oh non. Et du coup, disponible en boutique d'ici novembre, décembre. D'accord. Pour Noël, finalement. Voilà. Ça pour les petits cadeaux, voilà. Eh bien, super. Et vous vous arrêtez pas là, puisque là, vous êtes avec un nouveau projet qui s'appelle Legends of the Seas. Exactement. Ouais. Une histoire de pirate, c'est ça? Exactement. Donc en fait, on est dans l'univers de notre premier jeu qui s'appelle Irune. Ouais. C'est un jeu dans l'univers médiéval fantastique. Et donc là, ça va se passer tout au nord dans l'histoire, donc sur les mers Caramor, une mer dans laquelle les aventuriers partent mais ne reviennent jamais. Et donc là, on va partir à bord du bateau, découvrir pourquoi ces aventuriers ne reviennent jamais. Donc ça va être plein d'aventures. C'est un jeu donc hybride, comme tous nos jeux de société chez Arcada Studio. Donc un jeu de coopération, de survie à bord d'un bateau pirate. On se bat contre des pirates et des créatures mystérieuses et tentaculaires. Non, merci.
C'est bon. Mais Pas conquis. il est Putain, très t'as une chouette. bonne tête de pirate. Hein. Moi, franchement, ouais. Là, franchement, je dois tourner un film de pirate, je t'engage. Eh ben, Non. Mais carrément que si, ça va te plaire. Il y a plein d'humour. Donc, tu m'as l'air d'aimer rire et tout. Donc, je pense que ça va te plaire. On aime bien avoir des personnages qui sont, qui font des blagues, plein de références à la pop culture. Puis beaucoup d'humour. Hein. Je veux dire, sur les cartes personnages, il y a des souplettes de Kraken et tout. Enfin, c'est rigolo quand même. Voilà. Et il faut le dire pour ceux qui ne connaissent pas Arcada Studio, c'est que en fait tous vos jeux sont gérés aussi par une application qui est une sorte de maître de jeu qui donne l'ambiance, qui raconte l'histoire quelque part. C'est ça. C'est en fait dans nos jeux de société, l'application elle a un réel rôle. Donc on l'intègre vraiment dans le lore du jeu. C'est vraiment c'est vraiment le point central. Donc et à la fois c'est pas une application qui prend trop de place en termes d'interaction et tout. Donc c'est plus pour avoir la musique, un narrateur comme tu le dis très bien. Là en l'occurrence pour Legend of the Seas, on va avoir les personnages non joueurs qui seront à bord du bateau avec nous. Donc, PNJ. Ouais, exactement. Qui vont nous donner des informations pendant la partie de ce qu'ils voient avec la longue vue, de l'état de la mer, de ce genre de choses. Si on a des préconisations du capitaine de bord, par exemple, il va nous dire des infos. Tous ces personnages sont doublés par des comédiens et des comédiennes. On a la musique, donc c'est vraiment l'aspect immersion dans l'histoire, dans les quêtes, tout ça qui nous plaît beaucoup, quoi. Et après, l'application, elle permet des trucs qu'on peut pas forcément faire sans. Elle permet, je dis un truc parmi tant d'autres, mais déjà d'avoir de la rejouabilité parce qu'on peut intégrer plein de quêtes. Et puis ensuite, d'avoir du contenu qui est un peu infini. Non, on peut rajouter des quêtes au fur et à mesure. Donc un jeu peut rester sur une étagère et gagner en contenu. Je veux dire, en 6 mois, il y aura 3 nouvelles quêtes. Voilà, c'est cadeau. Donc ce genre de choses. Donc en fait, on est à l'hybride entre le jeu vidéo et le jeu de plateau. Tu peux avoir des DLC, des season pass. Alors on fait pas ça encore. J'aime bien le encore. C'est telle étude comme le reste. Faut réfléchir à tout. Mais effectivement, du contenu en plus gratuitement pour l'instant. Et dans l'idée, c'est gratuit. Hein, mais voilà. Donc, du contenu en plus, oui, tout à fait. On le fait sur Spark Riders 3000. On rajoute même encore en ce moment même des quêtes tous les mois. Donc voilà, ça fait une nouvelle mission. 3000, c'est du. Alors j'allais dire Warhammer 40 000, mais c'est pas vraiment ça. Mais non. Alors vas-y, explique-nous. C'est un space survival. Un space survival. Donc on est dans l'espace, Tower Defense. On est dans l'espace à bord. Personne ne vous entend crier. et on fait la guerre contre des aliens et d'autres éléments. Enfin, dans l'environnement. Des bestioles, quoi. Ouais, mais nous on aime bien la guerre un peu et la coopération. C'est un gros jeu de coopération. Tu penses que c'est l'avenir, ce côté hybride du jeu de société ? Nous, on en est un peu convaincus. En fait, aujourd'hui, on a du mal à se décrocher des écrans, c'est un fait. Donc, on aime à dire que le jeu de société permet de se décrocher des écrans, de passer du temps en famille. Mais entre nous, soit dit, est-ce qu'il y a vraiment des parties de jeux de société où personne autour de la table consulte son téléphone ? Ouais, quand tu joues au Scrabble, il n'y a pas moyen. C'est vrai que pour éviter la triche sur certains jeux, c'est interdit. Mais à moins de jouer avec des joueurs très stricts, en vrai, il y a toujours une notification, un appel, un truc. Là, au moins, on est tous dans la même bulle, on est dans le même univers avec tous sur le même GSM et on est tous sur le même GSM, téléphone, tablette, peu importe. Oui, et puis avec l'utilisation d'internet, du coup on dépasse le problème des premiers jeux qui essayaient d'être un peu transmédia comme ça. Je me souviens de ces jeux où tu avais une cassette VHS, etc. C'est que le problème de ça, c'est oui, effectivement, le nombre de lignes de dialogue écrites par les scénaristes est limité à ce qui tient sur la cassette et après en fait, tu finis par arrêter de jouer parce que le truc meurt d'avoir fait le tour de ce qui avait été préécrit. Quoi. Oui, tout à fait. Tu le fais qu'une fois parce que c'est un CD, comme tu le dis, une cassette. Alors que là, du coup, on a une gestion d'événements aléatoires. On peut se permettre de faire des quêtes qui sont vraiment très rejouables avec la gestion de l'aléatoire entre les chemins de la partie. Et puis, même le fait qu'on puisse en rajouter du contenu au fur et à mesure.
Est-ce que nous, en tant que joueurs, on peut rajouter du contenu justement dans... Pas encore. Non. Pas encore ou pas du tout ou pas du tout envisageable. J'ai envie de dire pas encore, mais sur Erune, notre premier jeu, c'est bien, on aura fait vraiment le... Ah ben c'est le parfait, tour. mais t'es là pour ça. Hein. Je l'ai même pas exprès. Sur Erune, on a fait il y aura un système donc, sur la refonte de l'application, parce que du coup, ça permet ça aussi, ça permet de reproposer une toute autre application avec juste une mise à jour. Sur la refonte de l'application, il y aura un éditeur de quêtes. Et par exemple, Erune, c'est un dungeon crawler, donc à mi-chemin, jeu de rôle, jeu de société, donc toujours hybride. Et les joueurs, par exemple, ont beaucoup créé des quêtes personnalisées. En fait, ça pourrait faire partie de choses qui soient intégrables dans l'application à terme. En fait, l'éditeur pourrait honorer les meilleures quêtes personnalisées proposées par la communauté en les intégrant à des... Et ce qui nous plaît de faire d'ores et déjà, c'est de les mettre en avant. Donc là, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, mais à terme, ce sera le cas. Elles seront disponibles sur notre site web au moins, pour que d'autres joueurs puissent les découvrir. Nous, on met ça en avant sur nos réseaux sociaux aussi. Enfin, on valorise vraiment. Vous jouez aux quêtes personnalisées de vos joueurs. Tout à fait. On l'a fait en stream sur Twitch d'ailleurs. Oui, parce que vous avez une chaîne Twitch, effectivement, que j'ai vue et que je suis, que l'œil carnivore suit d'ailleurs. Oui, effectivement. Pas encore. C'est chouette. Oups. Pas de souci, vraiment. Et donc ouais, ça c'est chouette. Et donc Erune, moi c'est comme ça que j'avais découvert Arcada Studio. Ça m'avait beaucoup intéressé. C'est vrai que la voix, par contre, c'était une voix. C'est la voix de synthèse, de reconnaissance vocale du device qu'on utilise, du téléphone GSM qu'on utilise. Donc effectivement, ça c'était pas modifiable. Mais ça permet de facilement créer de nouvelles quêtes. Il n'y a pas besoin d'acteurs pour redoubler, donc ça facilite aussi les choses. Et donc vous avez dû acquérir depuis, parce que ça c'était votre premier projet, une vraie compétence de ce type d'application en fait. Totalement, ouais, tout à fait. Vraiment, ne serait-ce que le gap entre Erune et Spark Riders. Déjà, on passe d'une application type... déjà, elle était verticale, c'était une conversation plus avec donc l'esprit d'Erune. Là, on passait sur une application vraiment tableau de bord, horizontale, très interactive, sur laquelle on a vraiment toutes les actions rapides qu'on peut faire dans le jeu. On a des vidéos qui pop pour quand il y a des personnages qui arrivent dans l'histoire, etc. Sifla, on est sur un autre type d'application, mais toujours interactif. Et Legend of the Sea, ce sera pareil, ce sera une application interactive. Donc oui, c'est vrai qu'on gagne en expérience à chaque fois. Et il y a combien de personnes qui travaillent juste au développement et à la maintenance de ces applications chez vous ? Eh bien, il y en a... Il est tout seul, le pauvre. Non, il y a 3 développeurs à Arcada Studio. Et ensuite, on a eu, du coup, je pense à Hugo, on a eu un stagiaire en développement qui est passé un moment ici. On a quelqu'un qui était en UX design. Et après, on a un prestataire externe qui nous aide aussi. Sur le développement de l'application. Je suppose, parce que le plus compliqué là-dedans aussi, c'est de faire en sorte que l'application soit compatible avec tous les devices. Tout à fait. Et toujours bien à jour pour qu'il puisse continuer à être utilisé, parce que c'est pour moi un des problèmes de ce type de jeu, c'est que dans 10 ans, est-ce que l'application sera encore utilisable en fait ? Eh bien, nous, c'est un engagement qu'on a dit dès le départ aux personnes qui soutiennent notre projet. C'est vraiment que on s'engage à garder l'application disponible, etc., accessible. Auquel cas il y a un souci style l'application n'est plus disponible sur le store, ou bien Arcada Studio ferme ses portes, à ce moment-là on pourrait la rendre disponible hors ligne, ou bien on sait pas, en open source par exemple, pour permettre aux gens de la communauté de continuer à la faire vivre. Tout à fait. Mais ça c'est assez chouette, parce que c'est vrai que c'est vraiment important, et on sait que c'est une des morts de certains jeux vidéo, c'est-à-dire la plateforme n'existe plus, l'éditeur n'existe plus, et il n'y a plus moyen de faire tourner les choses. Et dans un jeu comme Erune et les autres qui arrivent, etc., c'est vrai que ça serait dommage que tout d'un coup le jeu ne puisse plus être du tout... Sauf Fallout 76. Qui a très mal dit. Tire à balles réelles. Le tir. Et puis personne ne va ça. Celui-là, il faut qu'il soit en standalone en open source. En open source. Ça redevienne un Fallout normal. Alors, Legend of the Sea, le crowdfunding, il commence quand ? Alors, ce sera en automne 2025. Donc, les gens peuvent d'ores et déjà aller suivre la page sur GameFound. Donc,
je t'invite vraiment à le faire parce que ça soutient énormément tout Oui. ce qui est... Bon, de toute façon, je vais le dire de manière générale, mais pour nous, hein, pour tous les créateurs et les studios indépendants comme ça, juste un j'aime sur les pages, ça aide vraiment beaucoup à propulser le projet. Donc, plus on a de followers, plus ça donne envie aussi de suivre le projet. Donc c'est un effet boule de neige. Donc voilà, j'invite à aller liker la page GameFound. GameFound. GameFound de Legend of the Sea. Legends of the Sea, Legend Arcada of the Sea. Studio, etc. Le micro, il est en train de tomber. Oui, Voilà. il est tombé sur le Ouh. C'est le micro, c'est pas moi. Ok, cool. Et donc là, vous êtes là-dessus, je suppose, parce que vous n'êtes Oui. pas une énorme structure non plus. Hein. Non, on est 10. On est 10 au studio. J'imagine. Et vous pensez... Oh, pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Ça pop là maintenant, mais vos jeux sont en français. Est-ce que vous pensez à les développer en plusieurs langues? Ils sont déjà en anglais, Ouais. les jeux. Donc depuis le premier, c'est français-anglais. Et le dernier jeu qu'on a fait, du coup, Sifflard, est disponible en 7 langues. Ah. Ouais, c'est parce que Angela elle fait aussi les doublages en coréen en fait. C'est pour ça qu'elle pose la question parce que je pense qu'elle aimerait bien postuler. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, je Ok, suis en bah- troisième année. Ok, bah ça pourrait être intéressant parce que Corée, on a commencé à réfléchir à travailler avec eux. Donc, Parce que Elle fait très bien le pirate. alors ça il y a serait du potentiel. coréen, ça serait plutôt pour Sifflard du coup. mais- Bah oui. Ah. Voilà. Non, mais c'est chouette. Et donc là, vous avez Legend of the Seas. Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Je suppose que vous avez d'autres choses dans vos bagages, mais il y a d'autres choses sur lesquelles vous pouvez communiquer? D'autres choses sur lesquelles on peut communiquer, non, mais il y a des surprises. Des surprises. Attends Noël. On a, j'ai envie de dire, attendez Cannes l'année prochaine. D'accord. Le Cannes. festival de Cannes. Ouais. Oui, mais il y a le festival de Cannes de jeux. Ah, ouais. Oui. Merci pour la précision. Parce que voilà. moi, c'est pour ça que International du Pas jeu tout de suite Cannes. que tu auras ton Oscar pour ta prestation dans leur prochain jeu. Voilà. Chouette. Un grand merci, Un Noah, grand d'être merci venu. pour l'invitation, ça fait très plaisir. Un grand merci à toi. Peut-être à l'année prochaine. Hein. Ah bah, avec grand Sans doute plaisir. avec le prochain projet secret, top secret. Certainement. Voilà. Mais en tout cas, un grand merci. C'est vrai que moi, ça m'interpelle beaucoup ce type de jeu. Je trouve que ça chouette justement de pouvoir pallier au fait que tu n'as pas forcément un maître de jeu et de pouvoir quand même commencer à mettre de l'ambiance, etc. Donc, Utiliser le transmédia pour prolonger la durée de vie des jeux et la capacité d'appropriation par le public. Pour moi, je pense que c'est vraiment ce qui fait vraiment la valeur ajoutée. J'aurais pas dit mieux, vraiment. Monsieur est un grand philosophe. Ah oui, non, mais c'est très joliment dit. Voilà. Un grand merci Noah, à la prochaine. Entre de bonnes mains. Voilà, et on accueille notre prochain visiteur de l'œil carnivore. Pendant ce temps, des petits personnages sont apparus un petit peu partout sur notre table. Pour nos auditeurs qui ne nous voient pas. Voilà, ouais. Ici, qui c'est qui a le bras le plus long, Angela? Là voilà. Je sais pas, tu les vois? Alors, Moi, celui-là, il a l'air. moi j'ai une magnifique demoiselle C'est une sorcière en C'est une jupe sorcière, avec des Moi, j'ai un crânes là archer. qui Je suis un elfe. Voilà, j'ai décidé. Voilà, ça c'est un nain avec un beau marteau qui fait au moins la hauteur de sa taille. Voilà, on a Voilà. une parfaite pour du jeu de rôle. Donc vous rentrez dans un donjon, vous ouvrez la Oh porte, voilà. Alors là, il y a le beau gosse du groupe. Voilà, le beau Hein gosse du groupe. Donc c'est une Non, le beau gosse du groupe, c'est lui. Il ressemble à ma mère un peu, tu vois. Une barbe de 50 cm de long. C'est un bâti comme une armoire. Voilà. C'est une femme. Des mains qui servent à faire des raquettes. Excuse-moi. Hein, C'est une femme naine. Si tes critères de beauté, c'est d'avoir des oreilles pointues Oui, non. et de se balader en dandinant de l'arc, excuse-moi, mais... Vous êtes plutôt à nain distance. Vous êtes plutôt nain ou elfe? non, les elfes, ils sont bons morts en brochette avec une pomme dans le... Voilà, on va diviser la table tout de Les suite. elfes, ils seront plus vieux que toi, tu sais ça. Ouais, mais les galets, ils sont encore plus vieux que les elfes, ok? Et un galet dans la gueule d'un elfe, tu sais ce que ça fait? Et t'as déjà vu un elfe fâché? Bon, alors attends, on va pas faire une conversation pareille. T'as foutu les guerres sur le plateau. Voilà. Donc vous avez devant vous des figurines créées par la société Skeleton. Tout à fait. Et donc, on reçoit effectivement Sébastien, créateur de Skeleton, donc Scale, l'échelle, et Ton, voilà, et pour faire Skeleton, je Pour faire suppose. squelette, ouais. Voilà, exactement. Et donc, c'est une société qui produit des figurines. C'est ça, Voilà. figurines en résine. D'où les petites figurines qu'on trouve sur la table pour l'instant. C'est ça. Alors, tu as commencé, quand on s'est rencontrés, à me raconter un peu l'histoire. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, tout d'un coup, tu t'es dit, tiens, je vais refaire des figurines? Moi, je suis passionné depuis plusieurs années par tous les jeux de plateau, etc. Ce qui m'a toujours attiré, c'est les figurines, parce que j'aime bien avoir quelque chose en main.
Et il y a quelques mois, j'ai commandé un jeu de grande licence. Et quand je l'ai reçu, déception, les figurines étaient vraiment dégueulasses. Au prix du jeu auquel je l'ai payé, j'ai trouvé ça un petit peu honteux. Et je me suis dit, en fait, ça fait quelques années que je fais de l'impression 3D. Je suis capable de faire mieux que ce qui a apparemment été importé de Chine ou des États-Unis à des prix exorbitants. Et donc je me suis lancé dans l'aventure, j'ai commencé à imprimer quelques figurines, j'ai vu que ça avait du succès et de fil en aiguille, on se retrouve au BGF, au Brussels Game Festival, à fournir des figurines pour le public. Donc il y a des figurines customisées pour lesquelles on peut choisir l'épée, le bouclier qu'on veut, vraiment avoir un gros sentiment de bon joueur en plaçant sa grosse figurine sur le plateau. Et il y a des figurines qui sont aussi plus génériques à destination du public. Donc vous pouvez les voir ici, on a des nains, des elfes, des mages, des sorciers, des gladiateurs et même un soldat futuriste. Elles sont mises à prix libre à disposition du public. Les gens viennent la chercher et ils l'emportent au stand de peinture juste à côté, où il y a Ipso Factory, donc une artiste de renommée belge, qui va vous aider, vous conseiller, vous fournir les peintures, les pinceaux et on découvre comme ça des talents, des gens qui arrivent de n'importe où, qui ne connaissent pas les figurines, qui s'asseyent et qui commencent à fournir des chefs-d'œuvre. Chouette par eux-mêmes. Et en fait, on voit que les gens sont transportés dans un autre monde. Ils profitent un petit peu de la magie de l'environnement et ils créent leurs histoires, leurs personnages. C'est assez fabuleux. Super. Ça, c'est chouette. Pour notre prochaine équipe de Blood Bowl, les elfes contre mes nains. La première impression que j'ai faite quand j'ai fait mes tests, c'était une équipe de Blood Bowl. Voilà. Le gars est venu, il avait 20 gobelins différents. Il avait 20 gobelins différents et j'ai pu les imprimer devant lui. Et on peut choisir la taille? On peut choisir la taille. Donc ici, on a des figurines 32 mm, qui est un des standards de jeu. Mais je suis allé jusqu'à des figurines qui faisaient 1 cm de haut, avec full détail, jusqu'à des figurines qui font 25 cm de haut. Voilà. Après, alors, au-delà de 25 cm, c'est encore possible, mais alors on passe à un assemblage. Donc on imprime un bras, une jambe, etc. et on fait un Lego. Alors, parlons un peu technique, parce que voilà. On connaît au niveau impression 3D, la plus connue, c'est par filament, c'est-à-dire il y a une plaque et puis on dessine c'est ça, oui. la tête d'écriture. Je sais pas oui, et on procède couche par couche. Et couche par couche et on fait l'impression. C'est ça. Alors là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est une autre technologie. On travaille aussi couche par couche, sauf que chaque couche va être imprimée avec de la résine. Donc la résine, c'est un produit chimique qui va se durcir quand il est exposé aux UV. On a notre bac transparent et on a une projection de l'image de la couche qui va se faire en UV. Et donc on va durcir uniquement, par exemple, un contour. Ensuite, on surélève cette couche via un plateau et on vient imprimer la seconde couche. Et couche par couche, en fait, on crée notre figurine. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, en gros, on a l'impression que la figurine sort de l'eau. C'est ça. Elle sort de l'eau. Entre guillemets, parce qu'elle sort de l'eau, mais les pieds en avant. Mais les pieds en avant. Alors, on ne s'est toujours pas imprimé dans le vide, donc il y a toute une partie support. Donc, il y a toute une structure qui va se retrouver autour de la figurine, qui va permettre de supporter les éléments qui sont dans l'air. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à un niveau de détail et de précision. Oui, là, clairement, c'est ça. Par rapport à l'imprimante 3D à filament normal que j'ai moi, on ne voit pas du tout le lignage, à part peut-être sur la surface du petit socle. C'est ça. Où il y a des grandes surfaces planes, mais sinon, sur le personnage lui-même, on a l'impression que ça sort d'un moule. Si tu prends une loupe et que tu grossis à 10 fois, tu vas voir quelques strates, les lignes de strates, les délimitations. Mais sinon, après un coup de peinture, déjà, tu verras plus rien. Mais ce qui va être bien, c'est que quand tu vas passer avec ta peinture et éventuellement un shader, donc une encre qui va venir recouvrir la peinture et se coincer dans les petits trous, tu vas avoir tout ce qui est texture qui va commencer à ressortir. Par exemple, sur la sorcière, elle a des lignes sur le visage, tu ne les vois pas à l'œil nu, mais une fois que tu vas peindre, ça va ressortir et tu pourras mettre ça en évidence via ta peinture. Ah la vache, ah ouais, je les vois. Ouais, il faut les voir. Ah ouais, c'est d'une finesse. Il faut avoir des bons yeux. Alors, on voit les doigts, tous les doigts, regarde, il y a les lignes de la main dans la paume, regarde. C'est ça. Il y a chaque 2 mm. Chaque doigt est disponible, ouais. Tu vas m'obliger à sortir mes lunettes là, non. Ah ouais, parce que, moi, je suis mort là. Je suis mort, j'ai pas mes lunettes. Ah si, je sais que j'ai des lunettes. Alors attendez. Excusez-moi, on fait une petite pause, on travaille avec des ancêtres ici. Oh, calme-toi, on n'est pas des ancêtres. Donc, on est des vieux, c'est pas pareil. Au niveau résine, il y a toute une recherche et un développement qui a été fait aussi parce que la résine de base, c'est un produit quand il durcit, il devient très cassant.
Et moi, j'enragerais de laisser tomber une figurine sur laquelle j'ai passé des dizaines d'heures de peinture. Et qui part en morceaux, quoi. Qui partirait en petits morceaux. Donc, j'ai réussi à développer une figurine. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà, sur le paladin, par exemple, on voit que son épée, elle est molle. Et donc, elle résiste au choc. Elle pourrait tomber par terre et encaisser quelques chocs sans Ah oui, c'est contre-intuitif. En fait. Le fait de donner une certaine souplesse à la figure, ça, quelque part, ça la rend plus résistante dans la durée. Plus c'est dur, plus c'est cassant. Et plus c'est mou, plus ça va absorber les chocs et résister à une chute de table suite à un enfant qui pousserait la figurine ou un chat. Ça arrive souvent. Et c'est pas question... Moi j'ai les deux, les chats et des enfants. Donc, clairement, voilà, on est... Et ma question, c'est pas toxique parce que justement, chat, enfant, ça met dans la bouche. La production, lorsqu'on produit les figurines, la résine est liquide. À ce moment-là, elle est toxique. Donc il y a toutes des mesures de sécurité à prendre en compte. Mais une fois qu'elle est durcie, elle ne devient plus toxique. Et nous, par-dessus, on vient rajouter une sous-couche de peinture, qui est la première couche pour accrocher les futures couches, qui va en fait protéger toute l'enveloppe de la figurine. Alors là, maintenant, ça y est, j'ai les lunettes. Je vais pouvoir te passer, tu vas voir, c'est génial ce truc. Et alors, je sais pas si tu as la même myopie, le même problème que moi, mais ça permet quand même. C'est juste un peu petit comme lunette, mais je vois bien. Et ouais, non, là, effectivement, les détails sont assez flous quand même. Hein, ça marche bien. Et effectivement, on voit sur le visage des sortes de traits qui sont liés c'est la main, au personnage. Regarde la paume. Oui, la main aussi, mais le visage c'est encore plus bluffant, effectivement. Donc il y a la recherche de la solidité de la figurine, la recherche du détail aussi, et puis après c'est libre cours à l'imagination. Tu fais de la 3D ? Je fais de la 3D aussi, oui. Ouais, c'est ça. Donc à la base, toi, tu peux dessiner quelque part. Parce que. Alors, j'utilise des applications pour créer un petit peu quand on démarre un jeu vidéo, on peut créer son personnage, choisir la race, s'il a un bouclier, etc., l'équipement de base. On peut l'habiller, le mettre dans une pose bien spécifique. Et donc, j'ai des programmes qui permettent de faire ça. Et en plus, j'ai une bibliothèque d'objets, parmi laquelle on peut choisir certains objets et les rajouter dans le décor. Et je suis en train de suivre une formation aussi de design 3D et de sculpture afin de fournir vraiment le petit truc en plus. Le petit truc qui manque là, qui manque encore jusqu'au bout. On sait que les joueurs de jeux de rôle sont très très pointilleux. Ils veulent absolument c'est ce que j'allais dire, en fait. l'épée Frostmourne sur mon personnage, etc. Ok, ça on peut le faire. D'accord, c'est super chouette. Ça me fait penser, moi, quand j'étais jeune, où il y avait, c'était Warhammer ou je ne sais quoi, tu vois, les petits bonhommes, justement, tu passais ton temps à peindre, tu peignais ton armée, tu jouais à des... Après Games Workshop qui a fait du... À l'époque, c'était en tout cas les fournisseurs les plus connus de. Oui, ils ont commencé avec des figurines en plomb, et puis ils sont passés sur le plastique. Donc moi, j'avais beaucoup aimé les figurines en métal de la série du Seigneur des Anneaux, qui était superbe. Mais là, Game Workshop va fournir des grappes sur lesquelles il faut vraiment découper tout ton personnage et toutes les pièces, et puis les assembler, les coller, etc. Limer un petit peu, mettre du green stuff, etc. pour combler les trous, et tu auras enfin ta figurine. Ici, la figurine, elle est imprimée en une seule pièce. J'ai juste les supports à enlever et elle est déjà prête. Donc il n'y a pas tout ce qui est collage, etc. Il n'y a pas les petites jointures à refaire. C'est vraiment pratique pour les joueurs. Et en plus, l'avantage, c'est que les résines maintenant sont devenues assez démocratiques et on arrive à des prix vraiment très attractifs pour le public. Ce qui nous a permis ici, par exemple, pour le BGF, j'ai contacté Nico pour faire un partenariat et on a réussi à fournir pour le public 250 figurines qui sont actuellement distribuées. D'accord, ouais. Alors, juste pour se représenter un petit peu, donc mon équipe de Blood Bowl pour foutre sur la gueule à Angela. Oui. Mon armée d'elfes. Fais attention, je suis pas seul. C'est environ combien à cette échelle? C'est-à-dire, on est sur des figurines ça dépend. de 3 cm. Ta chemise, elle a charisme plus 40 ou pas? T'as combien de skills en commerce? Jette un des 20 pour voir. Moi, généralement, je suis plus proche du 2, tu vois, mais par contre, j'ai une grosse masse avec laquelle j'aide les gens à comprendre. Bon, t'as fait un échec critique, tu t'emmêles les pieds dans tes lacets et tu t'effondres. Vive les elfes, c'est moi qui gagne. Bon, la question c'était quoi? On parlera le prix d'une équipe de Blood Bowl. On parlera de ma team de Baldur's Gate 3 après. Alors le prix qu'on pratique ici sur le festival, on est à 5 € la figurine, ce qui est déjà très démocratique. Ouais. Oui. On est à 10 € pour les grosses figurines, donc je parle de figurines de 5 cm de diamètre sur 10 cm de hauteur. Ouais, mais après, pas cher. Là on est au prix à l'unité. Donc si tu commandes une équipe de Blood Bowl, on va être sur plutôt 20 figurines, et là le prix va être dégressif. Forcément.
Voilà. D'accord. Dans ce prix-là, il y a toute la recherche de la figurine, la conception de la figurine, la création des supports pour qu'elle soit compatible avec l'impression 3D et tout le Vous arrivez à post-traitement. manger avec ça Oui, tout à fait. J'ai un job à côté. Ceci explique cela, parce qu'effectivement, ouais, Voilà. Moi, je le fais pas pour l'argent, je le fais par passion et je pense que ça se sent. Voilà. Ouais. Oui, totalement. Non, mais c'est une excellente idée. Hein. Moi, si je ressors mes vieux plateaux de jeux et que je me dis j'en ai marre de mon bonhomme Monopoly qui me plaît pas, je peux Voilà. commander un bonhomme. Et je suis sûr qui que me sur plaît, ton quoi. bonhomme Monopoly, s'il a une épée, elle est pas droite. Ouais, non. Les miennes, Qu'il a les déjà épées sont morflé, droites. il a morflé. Voilà. Ouais, c'est bien. Et puis aussi les vieux jeux où il manque quelques Développement figurines. durable, Oui, c'est ça, tout à fait, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que vraiment, avec l'impression 3D de cette qualité-là, là, tous ces jeux pour lesquels tu as perdu des éléments, je suis sûr qu'on les trouve sur Sketchfab. Il y a forcément un mec qui a eu le truc, ou alors Tout tu à peux fait, le ouais. faire faire à Ou alors on quelqu'un le fait qui a faire, tes outils, voilà. Et tu recomplètes. Non, pas le Monopoly, c'est un jeu de droite, mais n'importe quel autre. Moi j'ai un bien. Space Crusade par exemple, je crois qu'il en manque quelques-uns. Et Space ouais. Crusade, HeroQuest, Ouais. toute notre jeunesse. Ah, tout à fait, tout à fait. Et, Voilà. ouais, j'ai. Toi il y a un aussi, copain- toi aussi, t'avais le barbare avec sa grosse épée et l'épée était cassée. Alors non, parce que j'avais pas HeroQuest, mais j'avais Space Crusade. Ouais, ouais. Et Space Crusade avec les Dreadnoughts qui débarquaient dans les. Je sais que c'est dans les couloirs. ancêtres des Space Marines, ça. Hein. Oui, oui. Oui, bah moi j'avais Genestellar, mais alors je l'avais pas, mais il y avait un copain qui l'avait et c'était génial. C'était vraiment un jeu. Non, c'était chouette. Ouais, c'était Je pense que les par premiers jeux de extension, figurines. on parle des figurines ici, mais derrière, il y a tout le reste. Tu parlais d'éléments d'objets, d'éléments de décor, etc. Tout à fait, oui. Donc, il y a aussi tout ce qui est production pour les dioramas. Tout ce qui est production pour les diaporamas, les dioramas aussi. J'ai aussi des architectes qui me contactent pour par exemple, créer une maison, créer des ensembles de décors pour une maquette qu'ils sont en train de faire. Et on a été placé cette année au BGF dans la protozone. Ouais. Et donc, les gens arrivent avec leurs prototypes. Ils ont des cartes faites avec du papier, du carton, leurs petits stylos, etc. Ils ont assemblé quelques Lego pour faire des éléments de décor. Et il y en a plusieurs qui sont venus vers moi en disant écoute, les figurines, comme on voit sur Kickstarter, ça a l'air vraiment sympa. Tu pourrais nous faire une petite impression pour le prototype. Et c'est là qu'on rentre en jeu. Vous pourrez enfin avoir mon Tachikoma. Voilà. Nous, on arrive avec des figurines de qualité qui sont résistantes. Et t'es pas obligé d'aller en Chine ou aux États-Unis. Voilà, on sait que la Chine, c'est pas trop la qualité pour l'instant. Les États-Unis Mon avec Tachikoma, il vaut 250 €. les États-Unis avec J'ai peur Trump, qu'il arrive c'est un petit peu cassé, compliqué. Et nous, on est, allez, ici, je vise le marché européen et on sait fournir quand même Du local, quoi. des figurines de qualité avec un niveau de production quasi industriel, on va dire. Ouais, chouette. Super, super, super. Tu parlais justement comment ça s'appelle, du fait que tu avais acheté un jeu dans lequel il y avait des Ouais. figurines, etc. C'est vrai que j'ai l'impression que ça a un peu diminué cette mode-là, mais il y avait vraiment une mode du kilo plastique. Oui, les Kickstarter maintenant, c'est au kilo de figurines. C'est au voilà. kilo de figurines, etc. Donc ça, ces figurines-là, elles sont faites comment? Est-ce que tu t'en sais un peu Alors, plus? Alors, ce que tu racontais, c'est que ça Les vient figurines de Kickstarter, c'est de l'injection plastique. Donc c'est encore un autre procédé. Là, on va créer un moule et on va injecter le plastique dedans. C'est plus pour de la production de masse. Vraiment à très haut niveau. Donc là, il faut d'autres équipements, il faut d'autres machines. Mais à la base, le fichier qui représente ton objet Oui, c'est le même. est le même. C'est le même. Tout à fait. Et donc là, en gros, alors, concrètement... Nous, ce qu'on fait, donc, on va proposer d'aider les gens pour la phase prototypage. Et puis après, s'ils veulent aller vers des gens qui font de l'injection plastique ou des usines, libre à eux. Et ils ont déjà les fichiers. C'est pas la même économie, de toute façon. C'est le Fab Lab du geek. Voilà, moi je veux pas rentrer en concurrence avec ces gens-là, je veux rester vraiment dans quelque chose qui me passionne. Et Oui, c'est tu vraiment quelque chose qui me aurais tient à besoin cœur, de produire, je sais pas moi, 10 000 boîtes de machin, ça deviendrait Il va pas compliqué, dormir quoi. pendant 6 mois. Voilà. Non, moi je préfère fournir des figurines vraiment customisées pour des joueurs qui vont vraiment verser une larme quand ils vont poser leur jeton sur le plateau face à tous leurs potes autour d'une table avec des bières, plutôt que le mec qui va acheter une dizaine de boîtes et qui va stocker ça dans son garage. La vallée des mammouths. On se fait la vallée des mammouths avec ces trucs. Ah, ça avec des pourrait être papouttes sympa. alors. Avec des Les mammouths, les papouttes. Oui, voilà. Je vois que les références, elles sont... On a les mêmes références. On a les mêmes références, attention. Et donc, si ceux qui nous écoutent ont envie d'avoir leur propre personnage imprimé, comment on fait?
Alors, ils me contactent via la page Instagram. Donc, Alors, il y a une page Instagram. La page s'appelle skeleton.eu. Il y a aussi un site web qui est en cours de développement. Il faut encore que je crée les adresses mail, mais bon, tout ça est en cours de démarrage. Ça prend du temps. Mais donc pour l'instant, Instagram et dans le principalement. futur un site web, d'accord. Voilà. Donc le site web, ça va être plus un site de vente d'objets d'artisanat. Mais pour le reste, voilà, je suis toujours joignable sur Instagram. Si tu me dis, bon voilà, je veux un nain avec tel type de hache dans telle posture, c'est tout à fait faisable. Tu me contactes, je te fais un devis, et puis on regarde pour les frais de port, te l'imprimer, te l'envoyer. Ouais, super. Et donc avec là, un elfe farci sur une brochette. Avec des pommes? Bah oui. Attention aux objets pointus. Mais ça devient dangereux Alors ici. pour Moi, je ceux vais qui ne faire un connaissent tour. pas, c'était la fameuse chanson de Nullbug. Voilà, avec qui était assez chouette d'ailleurs. Oui. Qui sont au Troll et Légendes, avec qui on a des partenariats aussi. Enfin, bah oui, c'est vrai. Publicité glissée. Il y a Troll et Légendes, ça fait plusieurs fois qu'on me dit est-ce que tu vas avec le Troll et Légendes, est-ce que tu vas à Troll et Légendes. J'ai pas eu l'occasion. Ça passe quand exactement? Je crois que c'est la période qui est pas bonne pour moi. Je pense que c'est fin de l'été. Oui. C'est fin d'été? Fin de l'été? Non, c'est pas fin d'été, pardon. Fin printemps. Oui, fin printemps. Je crois qu'il y a le bif. Il y a d'autres trucs qui tombent à peu près en même temps et pour nous c'est compliqué. Et nous on fait le bif à chaque fois. Donc voilà. C'est déjà dur. Alors Troll et Légendes, ils ont 2 éditions. Donc ils ont une édition fin du printemps et ils ont une édition estivale. Où là c'est en plus petit comité. Il y a une partie jeu de société aussi. D'accord. C'est très sympa. On verra ça. Voilà. Effectivement, maintenant les festivals, ils ont tendance à faire deux versions. Oui, c'est une tendance. Mais bon, restons sur le BGF pour l'instant. Donc, les figurines sont disponibles au stand Skeleton dans la protozone. Et si vous voulez vous essayer la peinture, c'est l'occasion. On a découvert pas mal de talents dans le public. Et on peut montrer un petit peu les exploits qu'on a fait. Donc ici on a une figurine peinte par un de nos artistes de Je vais la mettre devant la caméra. Alors, juste petite question. Est-ce que vous pouvez estimer, même pour ceux qui voient via la caméra, le nombre d'heures nécessaires pour peindre une figurine à ce niveau-là? Alors moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Ouais, alors je dirais 20 heures. Il y a quelques détails sur la figurine. Donc on voit que le paladin a un sac à dos typé cuir, etc. Il a un sac de couchage roulé. T'es sûr que c'est net là? T'es pas net. Parce que là, à cette distance-là, je suis pas sûr que tu sois net. T'es pas net, Fabrice. Attends. Mets tes lunettes. Mais ça fuse, il y a de la punchline toutes les 3 secondes sur cette chaîne. Moi, j'ai entre 8 et 12 heures. Ok, très optimiste. Donc, je te fais des gros plans pour voir tes plans de coupe dans l'émission, d'accord? Ouais. Voilà. Donc, on voit qu'il a une chevelure, il y a des reflets sur l'épée. Et là, il y a un tout petit détail qu'on voit. Donc, il a une petite fiole verte à la sacoche et il y a un reflet sur sa tunique. Voilà, le soleil passe à travers la petite boule. Tout ça est fait en peinture, donc il n'y a aucune transparence dedans. C'est vraiment des effets qui sont ajoutés. Pareil pour l'armure, il y a des semblants de reflets, mais qui sont en fait des dégradés de peinture. Ah ouais. Alors là, t'es flou. Mais... T'es flou. Ah voilà. Ah ouais, ça a de la gueule là quand même. Ça a de la gueule, hein. Ouais. Là, c'est beau. C'est très beau. Tu disais, c'est pas le beau gosse, mais. 72, c'est un petit peu trop. Ici, c'est un peintre pro qui l'a réalisé. Donc, 48 heures, quoi. Non, combien de temps alors? Alors, on est sur un travail qui a duré 20 heures. 20 heures quand même. C'est moi, j'ai dit loin que ça. J'ai pas 20 heures au début. Donc là, on est vraiment sur un travail de base, c'est-à-dire que le socle était déjà imprimé, donc il n'y a pas eu de travail de socle. On voit certains artistes qui travaillent le socle avec du sable, avec des fougères, etc. Tous des petits éléments, de l'herbe, etc. Ce qui manque aussi sur cette figurine, c'est le lighting. Le lighting, c'est une technique un peu spéciale. Par exemple, si le personnage a une torche verte, on va avoir des reflets verts peints sur tout le reste de la figurine afin de donner cet effet. Ça peut aller loin en fait. Cinéma. Oui, ça peut aller très très loin. Oui, mais il y a des gens qui sont passionnés. Il y a vraiment des passionnés, il y a toute une communauté derrière. Il y en a qui streament sur Twitch leur peinture. En peinture, etc. Ouais. Hop, il y en avait une qui était cachée en dessous. Il a écrasé une main. T'as écrasé ton main. Il est tout tassé maintenant. Voilà, regarde, il a une tête de nain maintenant. Il a perdu 3 cm. Ça va, je passerai mieux dans les tunnels.
C'est un demi-nain, c'est plus un nain. Non, c'est super chouette. Et voilà, vous venez de rentrer dans le monde de la figurine et de la peinture sur figurine. Tout à fait. Donc une vingtaine d'heures. Je suppose que là, les gens qui testent là, c'est juste un premier aperçu de ce qu'on peut faire sur une peinture. Alors c'est un premier aperçu. Maintenant, j'ai quelques photos de ce qu'ils ont fait. Et il y a des choses... Il y a des choses assez remarquables, ouais. Voilà, par exemple, on a une fille qui est venue et qui a peint une mariée. Donc elle a fait un effet statue et puis elle a mis les roses en rouge. Ça me rappelle un film, ça. Ah, magnifique. mal. Et là, alors là, on a un en drapé 2 heures, qui est exceptionnel. Ouais, vraiment avec Et là, on est sur l'emphase et un travail qui a duré 2 heures. Ouais. Elle a été très bien conseillée par notre amie Sophie, qui est de Ipso Factory, qui fait des peintures en direct. Donc, il y a un écran géant qui a été placé. Elle fait les peintures de figurines et le public peut venir voir en fait ses réalisations. D'accord. Voilà. On a également un nain. Waouh, Voilà, il est pas mal. Hein, c'est le nain qu'on voit juste ici, qui a été peint. Ah, et ton pote. Voilà. En quelques c'est bien, ça, en quelques heures. c'est moi ce matin en sortant de la douche. Voilà. Et ça a été peint en quelques heures par quelqu'un du public. Ouais, non, chouette. Magnifique. Donc voilà. On pourra Super, retrouver super. ces images sur votre compte Insta. Alors sur skeleton.eu et je crois que je vais créer une section, le BGF a du talent. Oh. Bah ouais, tant qu'à faire, effectivement. Parce je que pense ça franchement, va- il y en a qui se débrouillent très très bien. Il y en a qui font des jolies choses. Ouais, non, c'est chouette. Très chouette. Eh ben super. Merci Sébastien C'est ça. d'être venu. Merci au à vous micro pour de l'œil l'accueil. carnivore. Super. L'avenir donc là, l'avenir, c'est un site internet qui permet de vendre. C'est ça, oui. On va dire des choses déjà faites. Oui, on va voir comment ça décolle. Voilà. On va voir comment ça accroche au niveau du public. Ici, on voit qu'on a déjà une expérience très très positive. Et Il y a de quoi, franchement, super. on va continuer. On est motivé, on a la passion, donc ça. Et vous êtes une Ça va équipe nous de plaire. beaucoup? Une équipe de 1. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ah, ouais, non, c'est ce qui me semblait. Je voulais juste être Voilà. précise. Mais il avait du renfort là autour de la... J'avais du renfort, autour du donc stand, oui, je participe à plusieurs clubs de jeux. J'ai demandé un petit peu d'aide et voilà. Eh bien, sympa. Et t'es basé Alors, je suis basé à Mons. à Mons. Et ouais, je livre un petit peu partout. Le but, c'est de viser le marché européen. Ici, on a déjà pas mal de commandes pour la France et du prototypage en Belgique. Donc, si vous avez un jeu, vous avez besoin de faire le prototype. Si vous avez votre personnage et vous rêvez enfin de l'avoir en vrai autour de la table, eh bien, n'hésitez pas. Voilà. Faites appel à Sébastien de Skeleton. Skeleton.eu sur Instagram. .eu sur Instagram. Et puis, bah voilà, votre rêve deviendra réalité. C'est ça, vous aurez la plus grosse épée. Alors, tout le monde n'a pas forcément besoin de compenser. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Il y en a qui ont besoin des gros marteaux, par exemple. Ah, ça y est, on est C'était facile. Merci beaucoup. Merci à vous. Et alors, je dois dire un truc, c'est que j'adore votre bonne humeur, c'est vraiment super. Ah ben, merci. Et donc là, on te reçoit, Karl, qui est le créateur, l'auteur. Ouais, créateur, oui. Ouais, l'auteur de Control Z. C'est ça, voilà, Ça se voilà. prononce. Qui est dans la zone prototype dont on parlait avec Nico du Bruxelles Game Festival. Donc toi, tu as soumis ton projet au BGF et ils t'ont accepté. Tu as fait partie des quelques élus Happy Few qui peuvent présenter leur jeu. Alors, pour situer, c'est un jeu d'enquête, ça c'est le principe. Vas-y, présente-nous ton jeu un petit peu. Ok, donc voilà, je m'appelle Karl. On a développé avec mes frères en fait un jeu d'enquête qui en fait était créé pas spécialement pour la protozone au départ, pour un week-end en famille où on est une dizaine et donc je voulais en fait avoir une activité pendant le week-end pour découvrir les endroits. Ouais. Et donc j'avais dans l'idée de faire une enquête où on pouvait changer un peu le passé pour définir le futur, tout en essayant d'avoir une éthique quand même plus ou moins correcte, etc. Et pas vraiment un truc de filou, j'ai envie de dire. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais c'est juste que le micro se casse la gueule. Okay. Avec je le resitue, c'est pas grave. Et donc, une fois qu'on l'a fait, qu'on l'a créé, ils l'ont bien plu. Ils m'ont dit, propose-le peut-être autre part, etc. Et la semaine suivante, j'ai vu la publicité pour la protozone et donc je me suis dit allons-y. J'avais
déjà été à la Protozone il y a 7 ans d'ici, pour un jeu dont on est toujours dans l'édition pour le moment. Donc, on avait quel jeu? C'était les Trappeurs du Mississippi à l'époque, mais voilà, donc on est 7 ans plus tard et j'avais envie de retenter l'expérience. En tout cas, c'était une belle expérience il y a 7 ans. Et donc, on a proposé ici Control Z. Je ne pensais pas que ça allait passer parce que c'est un jeu assez différent du jeu de plateau qu'on propose pour la Protozone. Et j'étais ravi de voir qu'en fait, ils voulaient avoir une diversité de jeux. Et en plus, ça marche super bien. Je suis super content. On a vraiment beaucoup de gens qui testent. Donc, Alors, clairement, moi, je sais que quand je suis arrivé à ton stand, c'est une table avec... en fait, beaucoup de décors. On est quoi? On est dans quelle année? C'est l'année J'ai voulu justement pas avoir d'année spécifique, mais c'est un peu année 30 avec la technologie actuelle. Mais oui, c'est ça. Ça veut dire que les images, les costumes, etc., on est, année 30, quelque chose comme ça, proche de la Seconde Guerre mondiale, mais ça, voilà, avec des photos qui rappellent cette époque-là, un peu sombre, etc. Et puis, effectivement, ces personnages-là qui sont sur des écrans de smartphone, avec des écouteurs, des machins, etc. Donc, effectivement, une technologie actuelle. Donc, ça a fait un mélange un peu particulier qui m'a intrigué. Je me suis dit, mais c'est quoi exactement? Et donc, c'est une dystopie. Oui, c'est pas vraiment une dystopie. Et donc, là, en discutant avec toi, c'est effectivement, on prend son propre téléphone, c'est ça? On met des écouteurs. Et on va suivre un chemin pour... en gros, il y a quelqu'un qui est mort, hein, c'est ça? Il y a quelqu'un qui a été retrouvé mort, qui est un peu une connaissance de tout le monde. Et vu que c'est un petit village reculé, ils ont 5 heures pour essayer de trouver une solution. Et avant que les flics n'arrivent, parce que c'est tellement loin que les flics ont besoin de temps pour venir sur place. Et dans ce temps de 5 heures, le jeu ne dure pas 5 heures, hein, mais ils découvrent en fait, juste à côté du corps du cadavre, un objet un peu mystérieux qui en fait va installer une application sur leur smartphone. Et cette application va leur permettre de changer un élément du passé pour essayer de sauver en fait Patrice Z qui est mort. Et donc en gros, ils vont devoir se parler entre eux pour décider qu'est-ce qu'ils vont changer à la fin de chaque heure. Pour pouvoir sauver un peu Patrice, quoi. En fait, changer l'histoire et derrière faire qu'il ne meure pas et donc il n'y a pas besoin de la police, etc. C'est un jeu coopératif, tous contre le game en fait. C'est semi-coopératif parce que tout le monde a des choses à dire, des choses à partager, mais aussi des choses à cacher. Et en fait, l'idée est vraiment de se déplacer physiquement. Donc à travers tout le BGF, il y a des affiches un peu partout qui représentent en fait des différents endroits de la ville, de Val-sur-Eure. Et à la fin de chaque heure, ils vont commencer à se diviser en petits groupes. Ils ne savent pas en fait comment ça va aller. En fonction aussi de leurs décisions, les groupes vont changer. Et ils doivent se partager en fait des informations via un groupe WhatsApp en fait. Et chacun va aider l'autre tout en essayant de donner l'information, uniquement qui est pour lui correct. D'accord, donc qui reflète ses propres choix. Voilà, d'accord. Alors Angela est de retour avec nous, elle découvre la conversation en cours de route. Donc je te fais le résumé, en gros le jeu c'est Délivrance mais en version méta. C'est ça les affiches que j'ai croisées en chemin en fait. J'ai vu des gens qui scannaient un QR code. C'est ça, voilà. Je suis en train de me dire tiens, encore un jeu de piste. C'est un jeu enquête, piste, etc. Mais donc là tu l'as adapté au BGF. Tu pourrais l'adapter pour une municipalité qui veut faire des jeux et quelqu'un pourrait l'adapter à sa propre maison, j'en sais rien. Exactement. En fait, l'idée c'est soit vous allez en week-end avec des potes et vous désirez découvrir un peu la région, il y a un organisateur qui va mettre les affiches quelque part partout dans l'endroit. Soit vous voulez découvrir une ville comme ça aussi, demander à la municipalité de le faire. Soit dans une maison même. Le temps sera un peu plus court parce que la distance entre les différents endroits sera un peu plus réduite, mais c'est tout à fait possible. D'accord. Tu peux la jouer Cluedo ou tu peux la jouer carte au trésor. Quoi. c'est vrai, c'est ça, voilà. Mais l'idée est vraiment d'avoir un sentiment de se déplacer dans la ville comme on se déplace en vrai, quoi. C'est ça qui me... Et donc chacun joue un personnage particulier ou alors on rencontre les personnages? Alors chacun a son personnage. Au début du jeu, en fait, il a toutes les informations par rapport aux différents contextes par rapport au personnage. Il tombe, hein, il est tombant ce micro là. Qu'est-ce qui se passe? Il a plus de piles. Il a plus d'énergie.
C'est parce qu'il n'a pas eu de gaufre. Exactement, désolé pour les bruits, Non, mais mais voilà, on va essayer. Excuse. Voilà. Et donc en fait, oui, au tout début du jeu, il va avoir toutes les informations par rapport à son personnage. Qu'est-ce que son personnage veut, ne veut cacher, ne veut pas cacher, a comme relation spécifique avec le mort, Patrice Zay. Voilà. Et donc ça te joue à combien? 5 ou 6 personnes. 5 ou 6 personnes, quand même. Donc il faut c'est quand même effectivement, limité, quoi. comme tu... C'est ça. Et alors ce qui est trop fort et ce qu'on n'avait pas pensé au départ, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont intéressés de jouer et ils sont 2 ou 3 et ils demandent est-ce que je peux vous avez un groupe de 3 qui serait OK, et on a beaucoup de personnes qui se rencontrent comme ça en faisant le jeu en même temps, et donc c'est vraiment Ah oui, oui, c'est chouette, ouais. Là, on en a effectivement, très sympa, très sympa. Eh bien cool. En termes d'édition, parce que moi je rebondis sur ce qui, c'est-à-dire que finalement ce pourquoi ça a été créé à la base et finalement la meilleure application du truc, c'est en collaboration avec des centres culturels ou des lieux patrimoniaux, parce que c'est génial en fait. Une commune, un bourgmestre peut acheter ça pour construire ou un lieu muséal ou un truc, etc. Tu peux commencer à faire découvrir l'endroit à travers une histoire. C'est ça. Je pense qu'il y a encore une étape en plus, c'est le développement de la plateforme vraiment digitale. Que bon, là, ça reste un prototype, c'est jouable, hein, mais ça reste un prototype, et je pense qu'il y a encore un moyen encore d'être encore plus fluide. Et mais c'est clairement pour ça aussi qu'on le propose ici. Et on a eu des gens qui aussi étaient intéressés de pouvoir l'avoir, par exemple, dans leur gîte, pour pouvoir proposer une activité. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Ça remplit parfaitement le rôle. Bonne idée. Eh bien chouette. Donc les prochaines étapes. On verra. C'est ça. On a profité de la Protonite aussi pour proposer un deuxième jeu, et donc voilà, on voit nous ce qu'on a mis, c'est de développer, et après on verra ce qui se passe, et on ne cherche pas. C'est quand même le plus dur en soi, non? C'est le plus oui, amusant. C'est ce qui manque à des plateformes comme OVS, tu vois, enfin genre on va sortir là les sites web où les gens s'inscrivent parce qu'ils se font chier, ils veulent faire des randos ensemble. Ah ben voilà, exactement. Tu vois, il manque le côté gamification du truc. C'est clairement voilà. À chaque fois quand je tenais un bistrot dans une autre vie, j'avais plein de gens qui venaient se donner rendez-vous dans mon bistrot pour des réunions OVS. Et au final, ça finissait toujours pareil. C'était des gens qui boivent une bière ensemble, et soit ça termine en speed dating, soit ça termine en Scrabble. Non, c'est clair. Et il y a de plus en plus dans les villes de jeux comme ça, d'escape room à l'intérieur des villes. Donc ça peut complètement s'inscrire dans ce genre de. Ouais, c'est ça. En fait, concept. on n'a même pas trop les escape rooms où finalement ça ressemble à des quiz. On trouve que ça dévalorise complètement l'escape room. Enfin, c'est notre point de vue. Oui. Non, mais c'est vrai. Alors que là, on n'est pas du tout dans cette idée-là. Ouais. C'est un peu plus, je pense, en tout cas, sans prétention, un peu plus recherché qu'un quiz. Ouais. Donc, voilà. Oui, c'est ça. On raconte une histoire et on essaye de la résoudre au mieux avec chacun ses propres intérêts. Donc c'est très chouette, ouais, effectivement. Très sympa. Donc à partir de quel âge À partir de 12 ans. Et à partir de quelqu'un qui a aussi un smartphone avec lui, parce que c'est via aussi WhatsApp qui se partagent les informations. On a ici des parents qui jouaient avec leur enfant ensemble, mais il faut au minimum au moins 12 ans. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, en gros, là, il faut un smartphone par joueur. C'est ça, justement. D'accord. Et autour de la table s'installe. Alors, je n'ai pas ton prénom. Alors, tu peux mettre un casque. Hop. Voilà. Alors, juste pour compléter, si on veut vous contacter après le festival, donc vous avez un compte Instagram Non, on n'a pas de compte Instagram. C'est, je sais pas, via Gmail ou quoi. Ou sur le site de BGF, il y a les informations. Donc, n'hésitez pas, c'est CTRL-Z, ça s'appelle, Z-E-Y, et donc les informations par rapport à ça. Donc, oui, voilà. Pour l'instant, effectivement, le mieux, c'est via le site du BGF. C'est ça. Voilà. On retrouve la page du jeu, et puis il y a les informations de contact, et puis bonne chance pour la suite, parce que c'est vrai que le concept il est assez chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, moi je te dis, j'ai croisé des gens qui justement étaient en train de discuter, et puis ils prennent la fiche, ils ont envie de scanner, et je me dis qu'est-ce qui se passe, une chasse au trésor, j'ai pas été invité, c'est pas cool. Vous pouvez toujours venir, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Eh bien chouette. Très bonne idée en tout cas. Ouais, très bonne idée. Eh ben merci beaucoup, Karl, et puis bonne chance pour la suite. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, au revoir. Et on a autour de la table, en attendant que Ludovic arrive, alors je n'ai pas ton prénom, je suis désolé. Thierry, alors n'hésite pas à parler bien dans le micro, soit rapproche-toi, soit...
Voilà, comme ça va mieux? Voilà, exactement. Donc on a Thierry des Seigneurs du Chaos. Les Seigneurs du Chaos, c'est une ASBL. Une ASBL et un club de jeux de rôle sur Bruxelles, exactement. Alors vous avez la chance, je crois, c'est vous qui avez une maison, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on a acquis notre propre maison, ce qui nous permet d'être ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 potentiellement. Et potentiellement. Bah après, oui, je suppose qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Alors oui, c'est ça. Et puis de temps en temps, les gens aiment bien dormir, donc c'est surfait. oui, voilà. Mais dans les faits, c'est vrai que ça nous permet quand même d'organiser pas mal de parties par jour parce qu'on a 7 salles. Plus un jardin qui est rarement utilisé parce qu'on a le temps en Belgique, mais qui pourrait être utilisé en été et qui nous permet, lui, de faire des événements comme un petit barbecue de temps en temps, un petit repas en été, c'est assez sympa. Et on a quand même une moyenne de 4 à 5 parties par jour. Tout au long de l'année. Voilà, donc oui, c'est pas mal. Et donc là, vous êtes au BGF. Alors pas tout seul, il y a aussi il y a Fembal Asylum qui vient de Liège. Mais nous ici à Bruxelles, cette année-ci en tout cas, on est le seul club de la région bruxelloise. Et donc vous organisez des parties de jeux de rôle sur place. Oui. C'est surtout des parties d'initiation ou alors c'est des parties de découverte de certains jeux? Comment... C'est un petit peu les deux. On a un format de partie qui varie de 1 à 2 heures. C'est relativement court, ça permet d'avoir une bonne approche du jeu qui est proposé, ça permet aux gens qui n'ont jamais fait de partie de comprendre ce qu'est le jeu de rôle, comment ça fonctionne, et ça permet de faire plusieurs parties, d'accueillir un maximum de gens. Et là, je dois dire que depuis hier, on est nous-mêmes surpris du succès, on cartonne. Et justement, moi, ma question, c'est parce que moi, j'ai commencé à jouer au jeu de rôle en 88. C'est bien quand il y avait des cheveux longs et des pattes d'EF. Exactement, j'avais pas de pattes d'EF, mais j'avais des cheveux longs. Alors, je viens d'avoir un cheveu blanc. Il faut pas rire, quand tu as commencé à jouer au jeu de rôle, le club existait depuis 2 ans. Bah voilà. Donc c'est un très vieux club, oui. Et j'ai pas dit que j'étais très vieux. Mais moi, je suis arrivé au club en 87, on est aussi vieux là que l'autre. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ma question, c'était pour les initiés. Par exemple, les anciens joueurs de jeux de rôle qui voudraient reprendre un peu l'activité de jeu de rôle. Il y a des groupes un peu spécifiques ou c'est vraiment on se mélange avec tout le monde et on se mélange avec tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un système de parties d'accueil dans notre ASBL, ce qui permet aux nouveaux de s'intégrer au club. D'accord. Mais le passage par la partie d'accueil n'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment pour les personnes qui se disent wow, je connais personne, comment est-ce que je vais m'intégrer? On a prévu ce système-là. Maintenant, il y a aussi l'autre possibilité qui est simplement d'aller voir sur le forum quelles sont les parties qui sont en train de se créer, les nouvelles parties qui sont en train de se créer, et de s'inscrire. Et de rejoindre le groupe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Généralement, les gens chez nous sont très accueillants. L'intégration se passe en général très bien. Et il y a une carte adhérent, quelque chose, une carte de membre, je dirais, à payer Alors, il y a un système de membership qui existe effectivement. Et l'autre système, c'est de payer un droit d'entrée à la partie. Je dirais que le système de membership est intéressant à partir du moment où on joue 3 fois par mois. Parce que ça devient moins cher. Ouais, c'est clair. Oui. Non, mais c'est bon à savoir, les modalités, c'est toujours intéressant. Et alors, de quel jeu? Absolument. Moi, c'est toujours une grande curiosité parce que c'est... en partie d'initiation, c'est quels jeux qui reviennent toujours? Parce que les systèmes AD&D ne sont pas forcément les plus simples, quoi. Non, alors là, les systèmes AD&D ne sont pas forcément les plus simples, très très loin. Et je ne pense pas qu'AD&D soit un bon jeu. Alors c'est un jeu qui est fort joué, qui est très populaire et qui est assez bien joué, qu'il faut reconnaître. AD&D et tous ses dérivés. Mais ce n'est pas non plus le jeu le plus simple en termes de mécanique de jeu. Souvent, je commençais toujours par Shadowrun quand j'avais des nouveaux. Alors là, c'est pareil, c'est pas plus simple. C'est pas le plus simple, Shadowrun, mais c'est que des D6. Il y a des jeux. Je pense à Tiny, je pense à Game of Thrones, je pense à Tales from the Loop, je pense à Black Sad. Il faut absolument que je vienne. Ah oui, Black Sad, oui. Black Sad qui sont des jeux qui sont beaucoup plus simples qu'AD&D et qui, pour moi en tout cas, conviennent mieux à une partie d'initiation ou une partie d'accueil. Et ça, c'est un petit peu... On a plusieurs maîtres de jeu qui font des parties d'accueil et chaque maître de jeu a ses jeux à lui, qu'il connaît bien, qu'il propose généralement. Oui, parce que il faut aussi que ça plaise, il faut que c'est un univers, quoi. Je veux dire, soit médiéval, soit SF, soit polar, enquête. Oui, tout à fait. Souvent, d'ailleurs, on arrive dans le jeu de rôle par une thématique plutôt que par
Une envie juste du jeu, voilà. C'est ça, oui. Mais pas mal de jeux de rôle, en fait, tirent leur origine, leur inspiration, soit de cycles littéraires, soit de films ou de séries. Hein. Ça, c'est tout à fait vrai. Eh bien, merci. Avec plaisir. Merci de nous avoir présenté les Seigneurs du Chaos. On retrouve les infos, c'est où? C'est à Bruxelles, c'est bien. Alors, Pailo, l'ami, déjà, il nous a doublé. Il est sur la balle à chaque fois. seigneurduchaos.be. Voilà. Sur le chat. Et notre adresse est en Anderlecht, rue du Greffe numéro 20, à 2 pas de la place de la Résistance. Oh, ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et puis, bonne partie. Merci. Voilà. Et ça fait du sucre, du bonheur à mes oreilles d'entendre telle forme de loop. Je trouve que c'est un travail, que ce soit le travail du peintre, le travail de l'adaptation en série ou du jeu. C'est un univers d'une poésie que je recommande à tout le monde. On a un très très bon maître de jeu pour descendre de l'eau. Merci. Pardon. Merci. Voilà. T'arrêtes de faire ça, caméra. Mais oui, mais... Mais non, pas comme ça. On mais dirait non, que tu mais- vas leur rattraper la jupe. Mais là, c'est pas évident. Ok, pas de souci. Alors oui, pendant ce temps, nous avons un nouvel invité qui vient de se joindre à nous. Bonjour tout le monde. Bonjour. N'hésite pas à Parle parler bien très devant près le du micro, micro. sinon il va t'attraper la joue. C'est pour ça que je me suis mis loin pour éviter les risques. Exactement. Et donc, tu es Ludovic, tu es l'auteur du jeu Boktor et co-éditeur de chez Fox Troll Game, c'est bien Exactement. ça? Voilà. Exactement. Donc lui aussi corporate, il est venu avec son t-shirt. Ah bah ouais, complètement. On présente. Ah, il était caché là. Alors on va. Ok. Et donc, Boktor, c'est un jeu d'aventure, un dungeon crawler en gros. Voilà. Donc, moi, je vous ai vu alors avec ton co. Vous êtes deux, hein, c'est ça? Oui, on est deux sur le projet. Donc il y a Adrien qui a lancé Fox Troll Games avec un premier jeu qui était Pouk. Et qui fait partie aussi des Seigneurs du Chaos. Des Seigneurs du Chaos. C'est comme ça que la liaison s'est faite en fait. Hein, voilà, pour la petite histoire. Un petit monde. Et qui est aussi un ami d'enfance avec qui on a fait des jeux de rôle, des jeux, on passait des week-ends incroyables. Et moi, il y a 5 ans, je commençais à travailler sur Boktor avec l'idée d'un dungeon crawler, donc d'un jeu d'aventure coopératif, mais qui puisse se faire en 1 heure. Pourquoi? D'accord, ouais. Donc l'idée c'est que ça soit pas trop lourd, ça soit pas comment ça s'appelle là, le jeu qui a eu énormément de succès Gloomhaven Gloomhaven ou des choses en genre là qu'on est parti pour des heures et des heures de jeu. Excellent. Les 7 mers, je me souviens que c'était quand même un peu chaud, quoi. C'était chouette à découvrir, mais vous étiez parti pour 3 heures de. Ah oui. Bah ça dépend du style de jeu. Hein. C'est toujours la même chose. Et toi, tu voulais une aventure en 1 heure, quoi. Exactement. Donc Gloomhaven, j'adore ce jeu. C'est un jeu incroyable, mais effectivement trouver le temps de se replonger dans la demi-heure de règles, dans les 2 heures de partie, voire plus, on n'a pas toujours l'occasion et ça effraie parfois certains joueurs, joueuses de nos groupes d'amis. Et on s'est dit, on a envie d'avoir ce plaisir d'une grande aventure qu'on vit avec on gagne des pouvoirs, on évolue, on sent ce côté épique. Sans avoir besoin d'un maître de jeu et d'un jeu de rôle où là c'est un autre setup, on va dire. Exactement, donc là c'est 5 minutes de règles, on rentre dans le jeu directement, ça se tient en 45 minutes, on fait la partie. Donc voilà, installation, règles et tout compris, en 1 heure. Pour la première partie, ça se fait très bien. C'est chouette. Et tout on adore une avoir promesse. C'est ça, c'est la promesse. Est-ce qu'on cherche vraiment à avoir des interactions autour de la table, qu'on n'attende pas son tour, donc on a beaucoup d'actions qu'on peut faire autour des autres pour les aider, pour créer comme des le combos. Munchkin, ça j'adore. Ouais, sauf que Munchkin, c'est les uns contre les autres. Là, on est dans du full cop. Attends, celui qui a le dernier mot, c'est celui à qui appartient le jeu. Hein. C'est écrit dans la règle. Hein. Tu peux tricher, mais si tu te fais pas choper. Et donc là, on est sur du coopératif, médiéval fantastique. Non, plutôt inspiré de la Grèce antique, D'accord. donc des mythologies grecques, même si on ne suit pas une mythologie exacte, on prend des libertés, mais voilà, ça s'inspire un peu de ce cadre-là. Donc voilà, dans Boktor, c'est une forêt qui est en proie à un vortex qui va tout détruire, et on a des héros de différentes tribus qui se réunissent pour sauver le monde de Boktor. Et il doit trouver le tyran qui a invoqué ce vortex et le vaincre. Et donc là, il y a plusieurs scénarios ou comment ça se passe Donc il y a 4 missions, 4 tyrans différents qu'on peut affronter, qui vont avoir des difficultés croissantes.
Et donc selon celui qu'on trouve, il va arriver plus ou moins tard dans le jeu, il va être de plus en plus puissant aussi, avoir de plus en plus de ce tyran qu'on recherche, mais il y a plein de petits monstres, enfin petits monstres, là ils sont petits quand c'est des figurines, mais dans notre tête ils sont gigantesques, qui vont apparaître petit à petit au fur et à mesure qu'on découvre la forêt. C'est à chaque fois ça se découvre de manière aléatoire, donc chaque partie va avoir un setup complètement différent qui se révèle au fur et à mesure au fur et à mesure du jeu. Donc c'est la mécanique qui va reconstruire à chaque fois à la base avec un même scénario, mais finalement le déroulement ne sera pas le même suivant les cartes qu'on va tirer, quoi. C'est ça, donc il y a les tuiles qui sont mises dans un ordre aléatoire, donc selon comment les tuiles sortent. Et également, on va avoir nos personnages très différents. On a des personnages hyper asymétriques, donc très différents quand chacun a leur deck de pouvoir. Sur une partie, même en 1 heure, on va pouvoir gagner entre 4 et 8 niveaux. Donc on va vraiment avoir ce sentiment on a plein de nouvelles choses, ça va amener plein de petites règles au fur et à mesure de la partie qui vont apporter le sel du jeu réellement, parce que ça va apporter la complexité, de la profondeur stratégique, qui fait que même si on a des règles en 5 minutes, on va pouvoir avoir plein de choses qui se passent. Et c'est vrai que c'est très important la notion de rythme dans une partie, et plus on est sur un jeu long et plus c'est important d'avoir des rebondissements justement pour tenir en haleine. Pour maintenir l'intérêt, parce que sinon, ça c'est clair. Alors, donc vous êtes 2, vous êtes lancé, il y a un crowdfunding qui est en cours. Oui, ouais. C'est ça. Donc on est sur GameFund, donc la page est en ligne pour un lancement, on va dire des préventes en début 2026. Donc là on est vraiment dans le début, en plein dedans. C'est un jeu que vous développez depuis combien de temps? Oui, c'était ma question, c'était ça. Alors moi je travaille dessus depuis 2020, c'est un bébé Covid comme il y en a plein. Et on va dire ça fait 1 an et demi où avec Adrien, il m'a dit viens, on y va à fond, on cherche un illustrateur, on est hyper content de Kairi, qui est l'illustrateur qu'on a trouvé, qui a fait un boulot magnifique. Et puis on fait vraiment du playtesting à fond, on va sur les festivals, on commence le marketing et tout ça. Donc ça fait 1 an et demi qu'on est à fond dessus. D'accord. Et justement, on en parlait du playtest, c'est-à-dire de faire des parties et des parties et des parties pour polir, on va dire, le jeu et pour trouver la bonne méthode, les mécaniques, faire un équilibrage aussi entre les pouvoirs et les ennemis. Et tout ça. Parce que là, c'est ton véritable premier jeu en fait que tu sors. Qu'est-ce qui t'a surpris à ce niveau-là, au niveau de justement de faire plein de playtests? Et comment, tout d'un coup, tu t'es dit, ah ouais, cette règle-là, finalement, je l'aimais bien, mais il faut que je m'en débarrasse, ou il y a tel truc. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est à quel point, alors on le sait, mais on s'en rend vraiment compte quand on fait tester des jeux qui ne sont pas encore tout à fait aboutis, à quel point les gens comprennent les choses de manière différente et n'ont pas du tout la même manière de percevoir les choses. Qu'est-ce que ça veut dire être à côté? Qu'est-ce que ça veut dire tout droit? Des choses on pense que tout le monde le voit de la même manière, c'est pas forcément le cas. Et donc, en faisant tester, on se rend compte qu'il faut être hyper précis dans les termes qu'on utilise. Il y a pas mal de changements qu'on a fait pour que les choses se passent naturellement. Au début, on teste avec nos amis et on a un peu la même culture ludique, on a joué au même jeu, on se comprend facilement. Et puis, j'ai fait tester à des parfaits inconnus, que ce soit en festival, dans des groupes de joueurs de pays différents. Et à chaque fois, on voit que les gens jouent différemment, ils n'ont pas les mêmes cultures, des choses sont très instinctives pour d'autres et pas pour les autres. Et comme là, le but était vraiment d'avoir un jeu accessible qui puisse autant plaire aux fans de gros jeux qu'à des gens qui n'ont pas cette expérience, qui sont un peu nouveaux dans ce hobby. Il fallait que tout soit naturel et fluide. Le plus gros du travail, ça a été ça. Ça a été de rendre on leur met dans les mains et que les gens puissent jouer sans que je sois à la côté. Non, mais attention, parce que si tu as la carte blabla, tu peux faire ça. Et en fait, c'est pas trop aller justement dans le détail et ça ferme pas justement cette ouverture qui est l'interprétation en soi des règles. C'est un jeu de société, donc normalement l'interprétation elle doit être limitée quand même, non? Ça dépend. Je sais pas. Donc, il faut que qu'il n'y ait pas d'interprétation qui puisse casser le jeu. Parce qu'en fait, il y a parfois on rentre dans des boucles qui font que le jeu devient trop simple ou trop compliqué. Pour un jeu coop, un jeu trop simple, c'est chiant. Oui. Les gens, mieux, ils font OK, c'est bon, j'avance, j'ai tué tout le monde. C'est pas. Voilà. Et il faut vraiment être en tension tout le temps. Et donc, il faut être sûr d'avoir ce contrôle. Et si les gens font un peu ce qu'ils veulent avec le jeu, on perd cet équilibre qui est très difficile à trouver. Mais par contre, on a vraiment essayé avec les pouvoirs qu'on va avoir petit à petit d'avoir plein de choses différentes qui peuvent se passer et plein de manières d'interagir différentes avec le jeu. Donc pour avoir un peu cette ouverture, ce fait de pouvoir faire plein de choses,
mais voilà, mais pouvoir cadrer pour pas que ça casse l'équilibre du jeu. Chouette. Tu parlais d'essayer avec des gens de cultures différentes, de pays différents. Donc là, la sortie du jeu, elle va être déjà en plusieurs langues. Alors, elle va être au moins en français et en anglais, ça c'est le minimum. Et puis selon d'où vont venir nos backers, donc les gens qui vont nous suivre notre projet. Alors, généralement une grosse communauté allemande, donc il y a des fortes chances qu'ils sortent en allemand, peut-être en espagnol. Les Polonais, c'est une grosse culture du crowdfunding. Donc voilà, si on a assez de monde, on espère dans un maximum de langues. Et puis on aimerait bien en néerlandais, on a quand même en Belgique. Donc si on arrive à développer assez de monde, ça serait cool aussi. Notre premier invité était néerlandais, oui. Là, celui qui a le 793. 793, tu peux en causer 2-3 mots, peut-être avec un peu de chance. Il y a sur un jeu sur l'histoire de France, quoi, tu vois. Au niveau de la mécanique, parce que les dungeon crawlers, c'est soit très mécanique, c'est-à-dire qu'il y a finalement peu des hasards, c'est presque de l'anticipation de ce qui arrive, et d'autres c'est du pur hasard, du jet de dés. On en est où dans Boktor? Alors justement, on va commencer en début de jeu avec un truc qui est assez... on avance, on tape, on lance des dés. Et très vite, on va gagner des niveaux qui vont apporter des cartes qui là amènent beaucoup plus de subtilité. Et c'est vraiment tout ce qu'on essaie de faire, c'est dire, en fait, on rentre les premières minutes du jeu sont très simples et on entre dedans facilement. Et puis, on va voir vraiment une profondeur tactique et stratégique qui va s'imposer au fur et à mesure du jeu. Et à la fin, on a pas mal d'options qui sont beaucoup plus complexe. Ah, mais si je suis là, je peux faire ça, il y a un système de combo, et donc là on arrive. C'est pour ça que c'est bien, parce que lui c'est un joueur de Mechabellum, tu vois, donc il commence par sortir le tank du garage et puis. Subtilité après. Non, mais c'est vrai que moi, c'est la difficulté d'un jeu comme ça, c'est entre, on va dire, la partie hasard qui est chouette. On aime tous jeter des dés, etc. Et puis le côté trop calculatoire qui, au final, fait qu'on est plus que dans le calcul et plus du tout dans l'histoire qu'on est en train de raconter, quoi. Donc il faut réussir à avoir les... Donc là, à chaque fois qu'on va gagner un niveau, tout le monde, le groupe évolue en même temps, tout le monde prend 2 cartes de son deck qui est personnel à son personnage, très asymétrique, et choisit le pouvoir qu'il va prendre. Et certains sont des réussites automatiques, et donc là c'est très calculatoire, ça va coûter plus cher, et d'autres sont plus aléatoires et plus de jeter de dés. Parce que voilà, certaines personnes adorent lancer des dés, d'autres détestent ça. Et là, on peut adapter son style de jeu. Parfait, voilà. Peut-être finalement le jeu ultime. On essaye, tout le monde essaye. Tout le monde essaye, exactement. En tout cas, bonne chance pour Boktor. Un grand merci. Donc là, on peut retrouver Boktor sur GameFound. Et Foxtroll Game sur le site. Ouais. Voilà. Super. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. J'espère. Et puis à bientôt. Je suppose qu'on se reverra peut-être l'année prochaine pour la présentation du jeu en réel. En réel, oui. Voilà. C'est printemps 2026 pour la sortie. Oui, c'est ce qu'on vise. Voilà. Super. Merci à vous, Ludovic. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Bonne journée. Merci. Au revoir. Et on retrouve un nouveau créateur. Évidemment, c'est un petit monde. C'est mon voisin de stand. Ton voisin de stand. Alors, essaye de parler assez près du micro, donc ça va être compliqué si tu restes sur cette position-là. Mais voilà, comme tu veux. Donc, on accueille autour des micros Simon. Simon qui est l'auteur du jeu Cette année, personne ne meurt. C'est un jeu coop narratif. Et je t'avoue, rien que le titre Cette année, personne ne meurt m'a interpellé. Voilà, et vous allez voir, tu vas nous raconter un petit peu ce que c'est que ce jeu. Et là, direct, moi, j'ai envie de faire une partie. J'ai vraiment envie de faire une partie. Alors vas-y, présente-nous ce que c'est comme jeu. Alors, Cette année, personne ne meurt, c'est un jeu urban fantasy. Donc, c'est tout cet univers à la Stranger Things, E.T. l'extraterrestre, mais aussi Yu-Gi-Oh! Tous ces trucs qui ont bercé notre enfance. Et donc le principe, c'est qu'on va jouer donc des ados. Et le but du jeu, c'est de survivre à notre année scolaire. C'est super comme t'es. Franchement, c'est génial. Effectivement. Franchement, ça vous donne pas envie de faire une partie là? On a des pouvoirs?
Alors évidemment, on est dans un monde d'urban fantasy. De base, on est des ados normaux, donc on est complètement banal. Et puis petit à petit, évidemment, il va se passer tout un tas de trucs. Rien ne nous empêche de nous faire mordre par un vampire et de devenir beaucoup plus fort. Rien ne nous empêche d'avoir un horrible trauma qui nous arrive et de devenir beaucoup moins fort. Rien ne nous empêche de trouver des tas d'équipements et d'objets et de choses, de rencontrer des amis. De rentrer dans des clubs. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, dès le départ, on démarre avec un club et avec un petit job, un job étudiant. Le club, il ne sert pas spécialement à s'entraîner, il sert à se faire des potes. Parce que c'est ça qu'on a envie de faire au club. Et donc, on a des amis qui peuvent venir nous aider. Et donc, si on est au club de karaté, les amis ils viennent nous aider à donner des tatanes. Et si on est au club d'échecs, les amis ils viennent nous aider à résoudre des puzzles et faire des trucs malins des fois. Et à prendre des tatanes. Et éventuellement à se prendre des tatanes. Et du coup, tout ça, évidemment... Moi, j'étais au club d'échecs, je valide pas du tout cette théorie. Et avec l'argent qu'on gagne au club, on va pouvoir s'acheter tout un tas de trucs. Parce que c'est des cartes trucs dans mon jeu. Et ça peut être tout et n'importe quoi. On peut s'acheter une grosse fête qui va nous permettre de se passer des amis les uns aux autres. On va pouvoir acheter une batte de baseball qui va nous rendre plus sportifs. On peut acheter des cigarettes pour être un peu plus punk. Donc voilà, tout un tas de trucs super thématiques. Acheter des fausses moustaches pour pouvoir aller acheter des magazines. Oui, il y a ça aussi. Et donc le jeu fonctionne avec un livre dont vous êtes le héros. Donc c'est un gros livre dont vous êtes le héros que j'ai entièrement écrit. Et donc simplement, on ouvre, on lit les différentes histoires qui démarrent, parce qu'il y a plein d'histoires qui démarrent en même temps dès le départ, parce qu'il y a des histoires liées à votre club, à votre job, il y a une histoire principale aussi. Et on doit à chaque fois jongler entre essayer d'aider ses amis, aller quand même au club pour se faire des amis, aller à son job pour pouvoir gagner un peu d'argent. Et le tout, en fait, tout ça, il y a une mécanique qui est unique. Moi, j'ai encore vu ça dans aucun autre jeu. C'est parce que c'est un jeu de gestion d'agenda aussi. Où il va falloir en fait le temps d'aller à l'école après. Ouais. Alors moi ce que je dis c'est que clairement vous allez à l'école. T'as des notes de merde, donc tes parents te séquestrent chez toi pendant une semaine. Mais il y a ça aussi. Pardon, excuse-moi, laisse-toi. Il y a ça aussi. Oui. C'est bien, il a pensé à tout. Non, j'ai pas pensé à tout. Je prends les suggestions. Il y a ce truc-là, il y a. Et donc, il y a une gestion d'agenda, en fait, donc, parce que ça se déroule sur une année, en gros. Et c'est ça. Il faut survivre à une année. Et donc, je suppose que les jours ou comment ça se passe, les semaines Alors, tu as vraiment ton agenda scolaire avec le dimanche, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et chaque fois, tu vas écrire les entrées du livre dont vous êtes le héros dedans. Et tu dois un peu... si tu demandes à l'aide à quelqu'un, il va écrire la même entrée que toi le même jour. Et donc, vous savez que vous êtes à 2 ou à 3 ou à 4 ce jour-là. Et du coup, vous lisez ce qui se passe. Après, vous planifiez pour la semaine prochaine ce que vous allez faire qui sera la suite un peu de l'aventure. Choisissez bien les jours. Vous réservez des jours pour aller au travail, pour aller au club. Et petit à petit, organiquement, le truc avance comme ça, sans tour de jeu, sans pas de maître de jeu qui te raconte l'histoire de ce qui t'arrive. Alors selon les groupes, c'est vraiment la dynamique est très différente. Il y a des groupes qui se passent le livre en permanence les uns avec les autres, des groupes où il y a clairement quelqu'un qui adore faire son spectacle et qui va lire tout pour tout le monde. Ça c'est comme vous avez envie quoi. Et donc le plateau, c'est quoi? C'est chacun a son agenda devant lui en gros. Ouais, chacun a son petit agenda dans lequel il va planifier ses semaines. Il y a le livre du jeu, il y a une grosse pile de cartes qui représente tous les trucs parce que il y a tout ce qu'on peut acheter, mais il y a aussi tous les trucs qu'on peut acquérir au cours du jeu qui peuvent représenter des réputations que tu as gagnées, qui peuvent représenter des traumas qui te sont arrivés, qui peuvent représenter des autres objets, des nouveaux clubs qui ne sont pas encore disponibles au départ ou des nouveaux jobs. Donc vraiment, tout un tas de trucs. Ça sera intéressant de le faire jouer en classe justement à de vrais ados pour qu'ils voient un peu comment ça pourrait. En même temps, je pense que en tant qu'adulte, c'est là où c'est bien rigolo de jouer ça. Eux, ils sont en train de vivre ça en vrai. Je sais pas s'ils ont envie de le vivre maintenant. Alors que nous, ça nous fait marrer de se réimaginer à avoir 15 ans. Alors, si tu as un job, tu es plutôt à 17, 18. Quoi. Là, j'ai un jeune en stage, là, et
si tu lui donnes pas un agenda précis, il se lève à 12h30. Hein, je veux dire, il reste plus beaucoup d'heures dans sa journée pour faire quoi que ce soit. Hein. Mais Moi, j'ai mon téléphone. je veux dire, tu dis que ça se travaille en groupe, mais comment on sait quand c'est à nous de jouer, ou c'est vraiment par rapport à ce qu'on rentre dans l'agenda et on reprend le bouquin et on est reparti, on discute entre nous, ou comment? Alors c'est vraiment complètement selon ce qui est dans l'agenda, quoi. Si le lundi, toi tu as écrit l'entrée 300 et que toi aussi tu as écrit l'entrée 300, du coup vous êtes à 2. Du coup vous allez pouvoir vous entraider, vous serez plus fort au cas où, parce que des fois il y a des situations dangereuses évidemment, ou difficiles, ou Oui, et donc parce là, il y a que un petit personne test ne doit mourir. Personne. Ouais, ça n'arrive pas. Et donc, du coup, comme vous êtes à 2, vous êtes plus fort pour vous en sortir. Mais je voulais rebondir sur l'histoire des ados, parce que j'ai eu pas mal d'ados qui sont venus tester le jeu. Moi, j'ai mis à partir de 14 ans. Oui, et parce ça qu'il y a marche des hyper bien avec cigarettes, parce qu'il y a clairement des cigarettes, des thèmes. Et puis, il y a ce que je voulais dire, c'est peut-être ou des choses dans le genre là. il y a clairement des trucs. Clairement, j'ai voulu aborder des thèmes qui sont sensibles et qui sont forts. Donc, il y a clairement de la violence, parfois dure. Il y a des choix vraiment antisociaux qu'on peut faire. Et il y a effectivement des situations encore plus sensibles. J'ai voulu aborder. Il y a une des trames narratives qui aborde des abus subis à l'école. Et ça, c'est le genre de truc qui est un peu plus sensible. Mais clairement, les ados qui ont testé, ils étaient à fond. Parce que ça leur permet de vivre une vie différente de celle qu'ils vivent en ce moment, en fait. Parce que c'est complètement des choix. C'est les choix qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et qu'ils n'osent pas faire dans leur vraie vie. Et là, ils peuvent le faire, ils peuvent y aller à fond, ils peuvent. Mais donc, il voit bien qu'il y a des conséquences à chaque choix et chaque acte aussi, quoi. Ah oui, il y a des graves conséquences. Ouais. Et puis, on est dans un univers fantaisiste quand même aussi. Qui font qu'au final, on n'est pas, on est dans une réalité un peu alternative. J'ai adoré cette série de BD qui s'appelle Freak Squill, qui se passe aussi dans un univers contemporain où c'est des ados dans une école où il y a des pouvoirs aussi comme ça. C'est fait par je crois que c'est franco-belge. Ah bah je connais pas, ça m'intéresse. Freaks comme les Freaks. Freak Squill. Je vous recommande. Graphiquement, c'est hyper intéressant. C'est format comics. Et c'est pas du truc fleuve 50 épisodes. Je crois que c'est 8 tomes seulement. C'est très très bon. Mais chouette. Ça me fait beaucoup penser à ça et je pense que c'est... Moi, j'ai très envie de l'essayer avec des jeunes. Oui, moi, ça me dit bien. Il y a 2 tables. Il y a 2 tables. Elles sont dispo. On va essayer. C'est ton premier jeu ? Alors non, moi, je suis un serial créateur de jeux. Ça fait... J'ai toujours eu c'est un vrai problème chez moi, d'ailleurs. Je ne peux pas m'empêcher de créer des jeux tout le temps. Et pas que des jeux. Hein. Je suis un artiste très, très multitask. Mais là, c'est la première fois où, dès la première fois que j'ai fait tester à des gens, ils étaient à fond et super frustrés parce que le jeu n'était pas du tout fini et je voulais juste voir si ma mécanique fonctionnait. Et depuis lors, à chaque fois que là, pour l'instant, j'ai jamais eu une seule personne qui a testé mon jeu et qui était genre, ah bah non, ça c'est pas cool. Même des gens qui aiment pas les jeux narratifs, ils m'ont dit, c'est pas trop mon truc les jeux narratifs, mais là l'écriture, l'histoire, j'étais pris dedans, j'avais envie de voir ce qui se passait. Donc je suis moi-même un peu estomaqué du succès que j'ai avec les joueuses. Eh bien super. Et alors, si on veut jouer au jeu, on le trouve où ? Alors pour l'instant, uniquement au BGF, là maintenant. Jusqu'à 3h du matin. Mais voilà, maintenant je suis parti, je me suis lancé dans le fait d'essayer de l'auto-éditer, d'essayer de le financer. Je n'ai pas encore choisi ma plateforme exactement, mais donc mon but c'est d'essayer de lancer un financement participatif autour de février. Donc je vais essayer de faire le plus de conventions possible selon mon agenda vachement chargé. Et peut-être de faire des démos sur Bruxelles. Donc il y aura probablement moyen. Il y a pas mal d'endroits où il y a des soirées jeux et donc je vais essayer de zoner dans les soirées jeux de Bruxelles pour faire tester. Et donc si ça nous intéresse, s'il y a des internautes qui nous disent, qui ont envie de suivre. C'est pas Hilo qui demande, et effectivement, donc il était déjà en train de faire des recherches pour ça. Donc il y a une boîte mail. Alors il y a une page internet, il y a une boîte mail, donc cette année personne ne meurt @gmail.com, elle existe. Vous pouvez me contacter. Il y a aussi un Facebook, un Insta qui s'appelle tous la même chose, tous cette année personne ne meurt. Donc là, on aura l'actualité et on pourra. Ouais. Donc et j'ai une mailing list. La mailing list, c'est vraiment pour annoncer le financement participatif.
J'ai promis aux gens que je les harcèlerai pas. Par contre, le Facebook et l'Instagram, j'essaierai de créer des événements, de tenir au courant de l'avancée du projet, des différentes présentations qu'il y aura. Et même d'en organiser s'il y a des requêtes et des demandes tant que c'est en Belgique, je peux me déplacer. Moi, j'ai encore une micro-question. C'est par rapport au bouquin dont le livre Tu es le héros. Ça t'a pris combien de temps pour l'écrire sans pour autant partir dans tous les sens? Parce que c'est compliqué. Tu dois toujours prendre un événement, puis un autre, ou revenir ou quoi. Combien de temps ça t'a pris? Alors là, ça fait 2 ans que j'écris depuis que j'ai commencé. Mais c'est compliqué parce qu'il y a la gestion de la logistique de tout ça, de l'arborescence. Mais par contre, c'est une écriture qui est hyper libératrice. C'est un truc où je peux, si j'écris un roman, j'ai besoin que ça se tienne bien du début jusqu'à la fin, que ça ait un sens, que ce soit important. Ici, j'ai plein d'histoires en même temps. Je peux partir complètement en couille parce que c'est juste un choix absurde que quelqu'un va faire une fois tous les 1000 parties. Et c'est pas grave. Et du coup, je peux lâcher. On y va. Vraiment, il y a certaines scènes où justement, j'ai écrit des trucs que régulièrement, je reviens sur des passages pour écrire la suite et je tombe sur ce que j'ai écrit et je suis genre, oh là. Oh là là, comment j'ai pu oser écrire ça? Too late. Ouais, too late, je le laisse. Et voilà, et tant pis. Alors, il y a pas longtemps, oui, tout à l'heure, on avait justement Arcada Studio qui, quelque part, alors c'est pas exactement le même style de jeu, mais utilise justement une application pour faire ce genre de maître de jeu, de livre dont vous êtes le héros, parce que quelque part, on n'est pas si loin que ça. Parce que l'avantage derrière, c'est que tu peux rajouter des choses, tu peux faire évoluer. C'est pas un bouquin statique, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de partir sur ce genre de direction ou Alors moi, j'ai envie, et c'est très très... c'est peut-être un peu idéaliste de ma part. J'ai envie d'avoir ce truc papier édité, fini, qu'on peut avoir dans les mains. J'ai déjà des idées de refaire des deuxièmes boîtes et des autres trucs, mais on va se calmer. Par contre, oui, clairement, dans mon idée, il y aura une version entièrement digitale qui sera accessible par les joueuses. Il y aura aussi une version où je compte juste vendre le paquet de cartes. Et comme ça, en PDF, tu peux avoir le bouquin. Ça fonctionne tout à fait. Le paquet de trucs, ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est chouette de l'avoir. Ça fait du matos qui est joli. L'illustration est jolie en plus. Oui. C'est toi qui as fait les illustrations ou Alors, ça, c'est le truc un peu sensible. C'est que pour l'instant, je suis tout seul. J'ai pas d'argent. Je peux dessiner, mais pour l'instant, j'ai 150 cartes avec chacune une belle illu. C'est trop de travail. Donc, j'ai utilisé une IA pour l'instant pour faire mon proto. Ça donne un résultat qui est vraiment très joli. Ouais. Mais mon but dans le financement, en fait, c'est parce que j'ai pas envie que ce soit ça le produit final. J'ai envie que mon produit final il soit entièrement fait par des illustratrices. Et donc, ce que je compte faire, c'est de me lier avec un maximum d'illustratrices, de chaque fois, en fait, donner carte blanche pour faire une carte à un ou une de ces illustratrices, de manière à ce que toutes ces cartes deviennent une collection en fait d'art. Moi, j'ai envie de m'adresser à des jeunes artistes qui démarrent, qui sortent d'école, qui n'ont pas encore trop de taf, et j'ai envie de les payer au tarif qui est vraiment le vrai tarif nécessaire pour ce genre de travail, parce que ça prend du temps. Et donc voilà, donc d'ailleurs j'en profite, si vous êtes illustrateur, illustratrice, contactez-moi, je suis en recherche de plein de gens pour s'impliquer, pour faire des cartes, pour remplir. Je crois qu'on a raison pour tout le monde, on a une galerie à Odor Game où il y a du monde gravite autour de ces idées-là. Ouais. Et c'est trop bien, j'adore. Eh ben super, beau projet. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai envie de faire une partie. Je vous avoue. Ça serait bien aussi. J'adore. J'ai envie. Combien de temps dure une partie? Alors ça c'est hyper variable parce que si vous faites des bêtises, que vous faites les choix les plus stupides, vous allez mourir vite. Ça c'est moi ça. Et je pense que pour gagner vraiment, faire une partie complète et arriver jusqu'au bout, il faut bien 2 heures. Après, évidemment, c'est un jeu où on lit, où on fait des blagues, donc ça peut s'étendre. Et une partie courte, c'est entre 45 et 1 heure. D'accord. Parce que l'explication de règles, c'est moins de 3 minutes. Et c'est parti. Cool. Moi, je pense que c'est dans l'air du temps, parce qu'il y a un côté rétro, il y a une vraie demande, comme on voit le succès de Stranger Things, ou même de Skeleton Crew aussi. Et là, montre que finalement, voilà, on est toute une génération qui a grandi, qui vieillit avec ces jeux, avec ces histoires de groupes de gamins, etc.
Et ouais, ça se prolonge. Voilà. Moi, j'ai envie de le tester avec ma fille. Moi, je suis pour. J'ai envie de le tester avec toi, Angela, mais toi, tu vas être insupportable, je sens. C'est pas vrai. J'étais au fond de la classe à côté du radiateur. Ah bah, c'est clair que moi je pensais que quand je dirais urban fantasy aux gens, il faudrait que je leur explique. Mais non, les gens, à chaque fois, le regard s'illumine et fait genre ah ouais, ah ouais, urban fantasy. Ok. Et donc non, ça c'est clair. Ok. Ça permet d'aborder des sujets super touchy et sensibles aussi, quoi. Oui, mais tout en ayant ce petit décalage qui fait qu'on n'est pas frontal avec la réalité aussi. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Clairement. On peut régulièrement découvrir que le truc horriblement creepy, en fait, c'était juste finalement des aliens qui faisaient. Ouais, voilà, c'est tout. Dan. Faut que je te fasse écouter le générique de la seconde saison. Ouais, mais moi, si bien. je suis moins. Je trouve ça moins bien. C'est parce que je suis pas passé par là. Je sais pas si tu. Oui, je vois tout à fait. C'est complètement le même genre d'univers avec des trucs horriblement traumatiques et c'est bien. Loufoque et Oui, voilà. On est d'accord. Décalé loufoque. Ok, eh ben un grand merci à toi Simon d'être passé devant ces micros. Mais merci à vous. On arrive à la fin de l'émission. Donc on a posté aussi l'Instagram avec Bailo. Ouais. Donc l'adresse Gmail que tu as donnée. Ouais. Et le compte Insta, cette année personne ne meurt. Oui. Super, voilà. super. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce que ça vient d'être créé. Donc, oui, c'est vrai que c'est Insta avec des espaces underscore. Mais c'était chouette. C'était chouette. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette petite session 2000. Alors évidemment, là, on n'a pas pu jouer. Mais de cette petite émission, moi, je trouve qu'on a fait des rencontres intéressantes et variées. Moi, ça me donne envie de refaire cette idée qu'on avait pour la dernière saison et qu'on n'a toujours pas vraiment faite. C'est de tester les jeux. De faire des émissions de tests de jeux. Bon, manque de bol, t'es arrivé avec un jeu qui faisait 3h30 quoi, pour la première. Alors forcément, après, les autres, ils étaient un petit peu refroidis. Quoi. Non, mais on pourrait tout à fait se faire une mensuelle de jeux. T'es sur Bruxelles ? Oui, un petit cette année, personne ne meurt en live. Ben ouais. Ça peut être vraiment cool. Studio, ah ouais, et on se met en costume. J'ai mes petites côtes d'écolière. Alors là. Non mais ça pourrait être rigolo, effectivement. À voir. Comme ça, on verra enfin Damien avec des cheveux. Ah ouais, bah alors il faut une perruque là parce que sinon la partie elle va se faire dans longtemps. Moi je dis ça s'organise. On en reparle. C'est complètement Et en faisable. tout cas pour les illustrateurs, avec grand plaisir d'envoyer de vous envoyer la communauté, le studio non peut-être. Merci beaucoup. Parce que j'en ai vraiment besoin d'un maximum pour. Oui, c'est des jeunes professionnels qui se lancent, qui ont plein de belles idées, de belles images. Et puis ça va leur parler. Quand je vois, ils passent leur temps à se caricaturer entre eux, la Cactus. Oui, en plus, je pense que à mon avis ça marchera bien. Le thème devrait leur parler, quoi. Voilà. Ah, Bailo nous dit qu'il a déjà une perruque pour toi. Alors, je la connais. Celle de comment elle s'appelle déjà son personnage de Air Guitar Oui, Air Guitar. Ouais. C'est quoi C'est Johnny Begood. Non, Johnny Tourne-disque. Tourne-disque. Johnny Tourne-disque. Ok. Eh bien, on va pouvoir clore l'émission. Merci à toi Angela d'avoir assuré le son et d'avoir tenu jusqu'à 19h. Il est 19h03, je suis désolé. Ouais, mais je suis parti. Voilà, ça y est, hop. Téléportation. Merci à toi Julien d'avoir assuré la partie image. Merci beaucoup. Merci à toi Simon d'avoir clos cette émission. Merci à tous ceux qui ont suivi et notamment à Baud de loin. Merci à toi d'avoir posté tous les liens. T'es le plus fort. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Il faut qu'on atteigne les 1000 abonnés, ça serait bien. Enfin. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, gardez l'œil. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut. Ciao.